Ruto était un habitant des bidonvilles qui s'introduisait souvent dans les dépôts d'ordures des riches pour voler des objets utilisables. Cependant, accusé à tort du meurtre de son père adoptif et jeté dans le gouffre où finissent tous les déchets du monde, il est forcé de combattre de gigantesques monstres faits d'ordures pour remonter et se venger. Le monde est divisé en deux. D'un côté, la ville immaculée où les riches vivent dans le luxe, de l'autre, les bidonvilles où des gens comme lui vivent. Le seul point commun est le gouffre où finissent tous les déchets, y compris les criminels. Les riches de la ville jettent sans hésitation des objets légèrement endommagés. Comme cette femme qui dit à sa fille de jeter le jouet pour chiot qu'elle vient d'acheter car il est abîmé. Elle lui explique que la réparation le rendrait inesthétique, et qu'ils pourront en racheter un plus tard. La fille n'y voit aucun inconvénient, et sa mère jette le jouet, avec d'autres déchets, dans une petite trappe menant directement à un camion dans un tunnel souterrain, qui mène à une immense décharge. Cependant, le jeune Ruto se trouve aussi à l'intérieur de la décharge, achetant les objets que les camions transportent. Il s'introduit furtivement dans la décharge et entre dans une des pièces, mais malheureusement, un gardien entend un bruit provenant de la pièce, et il vérifie immédiatement pour trouver quelqu'un qui fouille dans les ordures. Le gardien entre brusquement dans la pièce, son arme pointée sur Ruto, le voleur d'ordures, le traitant de dégénéré répugnant qui menace la beauté de la ville en accumulant des déchets. Ruto ne répond même pas car il entend ces choses tous les mardis, mais ensuite le gardien déclenche l'alarme, appelant des renforts. Au moment où d'autres gardiens arrivent, Ruto leur lance quelques sacs poubelles, et les maniaques de la propreté ne supportant pas quelques œufs crus sur leur uniforme, le regardent simplement grimper dans la ventilation sans rien faire. Ruto sort de la ventilation près de la sortie, mais le portail se referme sur son visage et juste à ce moment. D'autres gardes arrivent. Le lendemain, la nouvelle du pilleur de poubelles se répand dans la ville, les habitants accusant les bidonvillistes. De l'autre côté du mur, les habitants du bidonville savent exactement qui blâmer car ce n'est pas la première fois que Ruto s'introduit dans les sites de collecte des ordures. Ils pensent qu'il sera attrapé un jour, et la plupart espèrent même qu'il le sera. Ruto se moque d'eux. Il installe son étal pour vendre les objets réparés qu'il a trouvés, lorsque son ami Chiwa arrive pour le réprimander. Elle lui demande pourquoi il prend un si grand risque pour fouiller dans les poubelles des habitants de la ville, et il répond que ces riches ne se soucient même pas de jeter des choses parfaitement utilisables. Il a de la peine pour les objets qu'il jette, alors il les récupère, et comme il peut gagner de l'argent en les vendant, c'est encore mieux. Chiwa semble le comprendre, mais à ce moment-là, 3 garçons arrivent, se pinçant le nez en déclarant que quelqu'un sent mauvais ici. Ils disent à Chiwa de rester loin de Ruto, sinon elle sentira mauvais aussi. Ils insultent ses épais gants noirs, qu'il n'a pas lavés depuis l'époque d'Obama, et disent qu'un simple contact suffit à provoquer des irritations cutanées. Un garçon donne un coup de pied à la lanterne que Ruto vient de réparer, en disant que personne n'achètera ces choses-là. Il dit que les mains de Ruto sont encore plus repoussantes que ses gants, raison pour laquelle il les garde cachés. Ruto écoute silencieusement tout ce qu'ils disent, mais lorsqu'un garçon l'appelle fils de meurtrier, il s'emporte soudainement. Les garçons, cependant, ne s'arrêtent pas, disant que le bidonville a été créé pour accueillir les personnes en difficulté et que les habitants actuels en sont les descendants. C'est pourquoi ils cherchent toujours à préserver leur réputation, mais le père de Ruto leur a fait honte en devenant un criminel. Ruto ne supporte plus les insultes, et il lance un regard noir aux garçons, qui ont une peur bleue et s'enfuient immédiatement, continuant à maudire Ruto en disant qu'il deviendra un assassin comme son père. Ruto se remet alors tranquillement à réparer la lanterne et Chiwa lui dit qu'elle croit qu'il est une bonne personne et qu'il ne deviendra jamais comme son père. Il rougit en entendant cela, mais avant qu'il puisse la remercier, l'attention de Chiwa est attirée par le jouet en forme de chiot qu'il a trouvé à la décharge la nuit dernière. Il s'avère que Ruto avait apporté le chiot comme cadeau pour elle, mais avant qu'il puisse le lui donner, la mère de Chiwa arrive et l'emmène. Ruto rentre ensuite chez lui et trouve son père adoptif, Recto, qui l'attend. Recto commence soudainement à imiter son attitude nerveuse lorsqu'il essayait de donner le chiot à Chiwa, et Ruto rougit car il ne l'avait pas vu les observer. Recto lui dit qu'ils en parleront plus tard, car d'abord, ils doivent parler du petit détour de Ruto à la décharge. Recto lui dit qu'il n'a pas besoin de se forcer autant, car ils ne sont pas si pauvres. Il pense que Ruto se sent un peu redevable envers lui car il l'a recueilli après que son père biologique a été emprisonné pour meurtre. Mais Ruto dit que ce n'est pas le cas. Il dit à Recto qu'il le considère comme un membre de sa famille, et qu'il essaie simplement de faire sa part. Recto lui dit simplement d'être aussi honnête avec Chiwa, et Ruto se décompose soudainement, aggravant sa blessure par balle de la nuit dernière. Recto lui prodigue immédiatement les premiers soins et change également les bandages autour de ses mains. En regardant ses mains, Ruto se souvient de leurs blessures anciennes. Les gens l'ont toujours jugé pour cela, et parfois, ses blessures se mettaient à le faire terriblement souffrir sans raison apparente.
Puis un jour, Recto lui a donné des gants noirs qui ont miraculeusement supprimé la douleur. Après que Recto ait soigné les blessures de Ruto, il lui dit de se confesser bientôt à Shiwa, ou quelqu'un d'autre pourrait la lui enlever, et pendant que les deux hommes plaisantent là-dessus, un type inquiétant masqué écoute tout depuis la rue. Le lendemain, Ruto trouve enfin le courage d'avouer ses sentiments à Shiwa et se dirige vers sa maison avec le chiot. Mais en chemin, il tombe sur une scène malheureusement courante dans les quartiers pauvres. En bordure des bidonvilles, se trouve le puits, où sont jetés les déchets et les individus ayant commis de graves délits. Aujourd'hui, un autre délinquant est précipité dans le puits et Ruto ne peut qu'assister à la scène, se demandant ce qu'il advient des personnes qui y sont envoyées. C'est alors que Shiwa arrive, commentant le caractère brutal de la situation, et Ruto panique car il n'était pas prêt à la rencontrer. Shiwa évoque alors les exécutions et d'autres sujets, avant de dire à Ruto qu'elle ne veut pas qu'il soit jeté dans le puits. Elle explique qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne devraient pas être traitées comme des déchets, mais que cela ne justifie pas de risquer sa vie. Ruto répond que Recto lui a dit la même chose, et Shiwa précise que c'est parce que Recto l'aime aussi. Ruto met un instant à comprendre que Shiwa dit que Recto l'aime aussi, et son cerveau, doté d'une mémoire limitée, comprend que Shiwa lui avoue ses sentiments. Elle est déconcertée en réalisant que ses paroles pourraient être interprétées de cette façon, mais Ruto a perdu le contrôle. Il tombe par terre, se tenant le visage, puis donne le jouet chiot à Shiwa, disant qu'elle ne le voudra peut-être pas car il vient de la poubelle, mais qu'il pensait que le chiot serait plus heureux avec elle. À son immense joie, Shiwa accepte le jouet, disant qu'elle le chérira, et Ruto est plus heureux qu'il ne l'a jamais été. Il saute et danse sur le chemin du retour, pensant qu'il doit immédiatement se vanter auprès de Recto. En chemin, il croise des gardes qui ne le remarquent même pas, mais il est curieux de savoir pourquoi ils sont dans les quartiers pauvres. Quoi qu'il en soit, Ruto arrive chez lui et commence à raconter à Recto ce qui s'est passé juste au moment où il ouvre la porte, mais il est horrifié en voyant Recto par terre avec un homme masqué inquiétant sur lui. L'homme masqué se retourne pour jeter un coup d'œil à Ruto avant d'enfoncer davantage son couteau dans le corps de Recto. Recto perd son sang-froid en voyant cela et se jette sur l'homme masqué, mais il reçoit un coup si violent qu'il ne se rend même pas compte du moment où il a été assommé. Lorsque Ruto reprend ses esprits, l'assassin masqué a terminé son forfait. Il ramasse un livre par terre et sort, jetant un bref coup d'œil à Ruto qui tente de le suivre, mais il entend alors la voix de Recto. Recto est encore vivant, d'une manière ou d'une autre, et d'un souffle faible, il dit à Ruto de s'enfuir. Recto se rapproche immédiatement, promettant qu'il va chercher de l'aide, mais Recto lui répète simplement de fuir et de changer ce monde pourri en quelque chose de meilleur. Sur ces mots, le corps de Recto s'affaisse et Ruto est incapable de comprendre ce qui se passe. C'est alors que les soldats arrivent et maîtrisent Ruto, le croyant coupable du meurtre. Ils le plaquent au sol en l'informant qu'il est arrêté pour meurtre, et Ruto leur affirme que ce n'est pas lui. Les gardes lui rétorquent que ses paroles n'ont plus d'importance car ils l'ont pris sur le fait. Il essaie de leur expliquer que le véritable meurtrier vient de quitter la maison et qu'ils peuvent encore l'arrêter, mais les gardes refusent même de l'écouter, alors ils le maîtrisent. On le maîtrisa par une méthode traditionnelle. Bientôt, Ruto est conduit à l'échafaud pour être exécuté pour ses crimes. Toute la population des quartiers pauvres est présente pour assister à son. Des personnalités importantes de la ville principale sont également là. Le juge rappelle à Ruto que le meurtre est l'un des plus grands crimes qu'on puisse commettre, et que même s'il a tué un simple habitant des quartiers pauvres, la peine ne sera pas réduite. Il déclare que Ruto sera exécuté en le jetant dans la fosse, et la foule se réjouit en entendant cela. Ruto a encore du mal à croire ce qui lui arrive, et il souhaite qu'une seule personne croie qu'il n'est pas un meurtrier. Son regard balaie la foule et s'arrête sur Shiwa. Ruto lui crie qu'il n'a pas tué Recto. Il lui demande de trouver le coupable, mais elle répond simplement qu'elle lui faisait confiance, mais qu'il n'était pas digne de cette confiance. Elle dit qu'il était finalement le fils d'un meurtrier et laisse tomber le jouet en lui tournant le dos. Cette trahison blesse Ruto plus que tout, et il s'emporte contre les gens qui l'appellent ordures humaines qui méritent d'être jetées au fond du gouffre. Il dit que ce sont eux les véritables ordures, de simples masses informes dépourvues de cerveau et de volonté. Il jure qu'il les enverra tous en enfer, lorsqu'il remarque soudainement le meurtrier parmi la foule. Cependant, il n'a pas le temps d'avertir quiconque car il est précipité dans le vide. Ruto a l'impression de tomber indéfiniment et perd connaissance. Heureusement, les déchets au fond du gouffre amortissent sa chute, et lorsqu'il reprend conscience, il est indemne. Il se demande ce qui se passe et comment il est encore vivant, lorsque l'odeur pestilentielle de l'endroit le frappe. Même le voleur de déchets est contraint de se protéger le nez, et il remarque alors l'immense mer de détritus devant lui, ainsi que des choses qu'il ne reconnaît pas. Ruto se demande où il se trouve, lorsqu'une ombre gigantesque le recouvre.
Il se retourne pour voir ce qui se passe, et il n'en croit pas ses yeux en apercevant un monstre gigantesque fait de détritus, montrant ses crocs. L'esprit de Ruto se vide un instant à la vue du monstre, et il se souvient de s'être toujours étonné que tout le monde soit obsédé par l'idée de jeter les déchets et les immondices humaines au fond du gouffre, sans jamais se soucier de ce qui leur arrivait ensuite. Il n'avait même pas songé à ce qui pouvait se trouver au fond, et cela le troublait plus que tout. Cependant, il reprend vite ses esprits et se met à courir pour sauver sa vie tandis que le gigantesque monstre s'approche. La situation empire soudainement lorsque le monstre rugit, faisant surgir d'autres monstres de la montagne d'ordures. Il se lance à la poursuite de Ruto, qui court de toutes ses forces, mais en vain car il se retrouve bientôt pris au piège. Il se demande ce que sont ces monstres et s'ils sont vraiment des amas de détritus capables de se déplacer seuls. Les monstres se jettent sur lui, et il parvient à esquiver leurs attaques. Il tente de s'enfuir mais trébuche et tombe sur un crâne humain, comprenant alors quel sera son sort. Ruto maudit les lâches qui l'ont précipité dans cet endroit infernal, et soudain, le tas d'ordures sur lequel il se tenait s'effondre. Ruto se retrouve au bas d'une falaise, à bonne distance des monstres, mais une autre menace le ronge. Il réalise que l'air est littéralement toxique et que s'il le respire trop longtemps, ses poumons seront gravement endommagés. Il se couvre le nez et la bouche avec ses gants, espérant trouver un refuge pour reprendre des forces, mais l'idée même d'un lieu sûr dans cet enfer lui semble de plus en plus illusoire. Le désespoir le gagne et il vomit du sang, attirant à nouveau les monstres. Ruto s'écroule, incapable de bouger, et il est presque résigné à son sort lorsque soudain, le visage de Rikuto, mourant, surgit dans ses souvenirs. Une étrange puissance envahit ses mains, sans qu'il s'en rende compte. Il voit cependant sa vision changer, des lumières apparaissent dans les tas d'ordures et dans le tuyau de fer devant lui. Ruto rampe vers elle, déterminé à survivre car il a une raison de vivre. Il saisit la barre de fer et se relève, déclarant qu'il retournera à la surface et se vengera de ceux qui l'ont envoyé ici et du responsable de la mort de son père. La vengeance le submerge et les monstres profitent de l'occasion pour s'approcher. Cependant, lorsqu'un d'eux l'attaque, Ruto le repousse d'un coup de barre de fer sans même le regarder. Un Ken est projeté et vient frapper le parapluie d'un autre habitant de la fosse, surpris de voir arriver quelqu'un capable de combattre les monstres. Entre-temps, Ruto est pris d'une rage folle en combattant les monstres. Il ne se soucie ni de l'air toxique, ni du sang qui coule de son nez, il saute partout, et même les chocs violents contre les rochers ne semblent pas le blesser gravement. Un monstre écrase le rocher sur lequel il était coincé, l'ensevelissant sous les décombres, mais Ruto en sort en tirant une barre avec lui. Il le balance de toute sa force, infligeant de lourds dégâts au monstre, mais soudain, un autre monstre surgit de dessous lui. Ruto parvient à esquiver ses mâchoires, mais les effets de l'air toxique le rattrapent. Il se remet à cracher du sang, et les monstres en profitent pour se rapprocher. Heureusement, son pouvoir mystérieux le gagne à nouveau, lui donnant la force et la détermination nécessaires pour tenir sa position malgré l'attaque simultanée des deux monstres. Ruto sort indemne de la collision et utilise une plaque de métal pour frapper le crâne du premier monstre. Il s'attaque ensuite au second, le fendant en deux, provoquant son explosion. Il prend un moment de répit, mais un monstre gigantesque se dirige vers lui. Dès que Ruto le voit, il décide de fuir pour reprendre des forces, mais le monstre frappe le sol de toute sa puissance, projetant une onde de choc qui le souffle. Cependant, en ouvrant les yeux, il est surpris de voir un homme portant un masque étrange se tenir au-dessus de lui. Il se demande qui est cet homme et d'où il vient, mais l'homme le soulève brusquement et le pousse devant lui. Ruto tousse du sang et s'apprête à riposter lorsque l'homme lui place soudainement un masque à gaz sur le visage, lui permettant de respirer à nouveau. Ruto est vraiment désorienté et demande à l'homme s'il est du coin. Il veut en savoir plus sur cet endroit et les monstres qui s'y trouvent, mais l'homme masqué lui demande simplement de se taire. Évidemment, quelqu'un ayant un QI illimité ne comprend pas les ordres, et Ruto continue de l'interroger bruyamment sur cet endroit. L'homme masqué lui murmure une nouvelle fois de se taire, mais Ruto lui demande de parler plus clairement. Il demande s'ils sont sous terre et l'homme masqué craque finalement. Il oublie son propre conseil et crie sur Ruto, lui disant qu'ils ne sont pas sous terre mais en surface, et que c'est la faute des habitants du dessus d'avoir transformé cet endroit en enfer. Il explique ensuite à Ruto que les monstres géants faits de déchets sont attirés par le bruit, et que grâce à lui qui ne se tait pas, ils l'ont maintenant repéré. L'homme masqué affirme que les créatures monstrueuses ne peuvent être vaincues par des armes ordinaires, leur meilleure option était donc de s'éclipser silencieusement, mais cela n'est plus possible. Un monstre les atteint à ce moment-là, et l'homme masqué décide de s'en occuper en priorité. Une énergie dorée jaillit soudainement de son bras et recouvre son parapluie, le transformant en arme. Le monstre les attaque, mais l'homme masqué fait simplement tournoyer son parapluie devant lui, l'utilisant comme un mixeur pour désintégrer le monstre.
Les fragments du monstre se dispersent et se réduisent instantanément en poussière. Ruto était déjà surpris par cet étrange renforcement de puissance, mais il est maintenant encore plus intrigué par le fait que les monstres ne se régénèrent pas après avoir subi cette attaque. C'est alors qu'une immense horde de monstres arrive, mais l'homme masqué est confiant quant à sa capacité à les maîtriser tous. Il fonce sur les monstres, les réduisant rapidement en miettes avec son parapluie tranchant, puis saute, utilisant son parapluie comme un parachute. Ruto se demande s'il s'agit d'une technologie utilisée par les gens dans la fosse, ou si elle est propre à l'homme masqué. Entre-temps, l'homme masqué se place devant le dernier monstre géant, qui lui crache soudainement une boule d'acide. Il la bloque et disperse l'acide avec son parapluie. L'acide explose violemment au contact des amas d'ordures. L'homme masqué utilise ensuite la tête du monstre comme point d'appui pour sauter plus haut, puis il injecte plus d'énergie dans son parapluie, augmentant sa taille et sa puissance destructive. Il plonge vers la tête du monstre avec cela, le transperçant ainsi que le sol. Une fois cela fait, l'homme masqué retourne vers Ruto, qui lui demande qui il est. L'homme ôte son masque et se présente comme Nejin, un simple éboueur, mais l'air vicié le fait immédiatement regretter sa décision. Nejin maudit Ruto de l'avoir forcé à enlever son masque, et Ruto s'effondre. Inconscient, il rêve d'un événement de son enfance. Il était rentré chez lui après avoir été malmené et poussé dans les égouts par les autres garçons, parce qu'il leur avait dit que les objets étaient vivants et qu'ils ne le croyaient pas. Recto lui demanda s'il avait riposté, et Ruto répondit que non. Il demanda à Recto s'il disait vraiment la vérité lorsqu'il affirmait que si un objet est traité avec soin, une âme finira par l'habiter. Pendant que Recto le nettoyait, il dit que l'histoire n'était qu'une vieille légende pour inciter les gens à chérir ce qu'ils possédaient, mais personnellement, il aimait croire que tout avait une âme. Ruto devint de plus en plus curieux en entendant cela et demanda si les choses autour de leur maison avaient aussi une âme, y compris ses gants. Recto répondit simplement que s'ils les traitaient avec soin, ils auraient une âme un jour. Ruto se réveilla soudainement de son rêve à ce moment-là, et il se retrouva enchaîné et traîné par Nejin. Ruto le maudit, lui disant de le libérer, mais Nejin dit qu'il ne faisait que l'emmener dans un endroit sûr. Ruto n'en avait plus rien à faire car il voulait remonter pour se venger. Mais ces mots arrêtent Nejin net. Il explique à Ruto qu'il est impossible de remonter à l'endroit qu'ils appellent la sphère, qui se trouve pour ainsi dire dans le ciel, et qui est constamment en mouvement. Il reprend alors sa tâche de traîner Ruto, précisant qu'il est désormais impossible de revenir en arrière, et que Ruto devrait se calmer et accepter sa nouvelle situation. Ruto, cependant, refuse d'abandonner, affirmant qu'il retournera à la sphère coûte que coûte. Il croit que Nejin connaît le chemin mais le lui cache, et il lui crie de tout lui révéler, sinon il continuera à hurler jusqu'à attirer d'autres monstres. Nejin est furieux, et il dit à Ruto qu'il va lui expliquer exactement ce qu'est cet endroit. Il commence à le traîner encore plus brutalement et l'emmène finalement dans une clairière d'un canyon, 100 fois plus propre que les environs. Nejin le laisse là, lui disant de s'amuser, puis s'en va rapidement. Ruto le maudit, exigeant au moins qu'il le libère, mais Nejin s'éloigne sans rien dire. Soudain, des hommes portant des masques à gaz sortent des camions et se dirigent vers Ruto. Il se demande s'ils sont les habitants de cet endroit, et les gens sont aussi incroyablement curieux de le voir. À en juger par ses vêtements, il se demande s'il vient de la sphère, et ils s'approchent de lui avec leurs questions, d'une manière un peu inquiétante. Ruto leur explique nerveusement qu'il est tombé de la sphère, et les hommes jettent brusquement leurs masques. Ils semblent très enthousiastes de voir un habitant de la sphère vivant parmi eux, car ils n'avaient jusqu'alors trouvé que des corps sans vie. Ils deviennent très curieux et commencent à examiner le visage de Ruto, qui s'éloigne immédiatement. Les hommes lui assurent qu'ils ne veulent lui faire aucun mal et commencent à le détacher, ce qui lui fait penser qu'ils sont bien plus aimables que Nejin. Cependant, tout cela s'avère être un piège, et bientôt, Ruto se retrouve solidement attaché à l'intérieur d'un camion. Il se demande ce qui se passe, tandis que les hommes à l'extérieur parlent de leur chance d'avoir capturé un véritable sphérien vivant, car il leur apportera certainement une somme considérable. On parle des sommes folles que les gens payent pour les vêtements et les restes corporels des sphériens décédés, et la découverte d'un spécimen rare les rend fous. Le chef des hommes explique alors à Ruto que cette manne financière s'explique par la haine qu'inspirent les sphériens. Il maudit les habitants de la sphère, qui ont déversé leurs déchets sur la planète jusqu'à la saturation, empoisonnant l'air et engendrant des monstres. Ceux qui sont morts à cause des monstres ou ont perdu leur maison à cause de la pollution du sol et de l'air nourrissent une profonde rancœur envers les sphériens, et dès qu'ils en trouvent un vivant, ils se montrent impitoyables. Le chef décide ensuite de faire goûter à Ruto un plat de bienvenue de la surface, de la viande avariée et d'autres aliments gâchés. Il continue de le rabaisser, soulignant que les sphériens comme lui ne touchent même pas aux déchets, et qu'il ne pourra donc pas digérer cette nourriture. Cependant, alors qu'il tente d'enfoncer un morceau de viande dans la gorge de Ruto, l'homme commet la plus grosse erreur de sa vie.
Ruto lui mord soudainement les doigts, lui arrachant de la chair et la mâchant. Avec les aliments avariés qu'il avait mangés plus tôt. Il se remet alors à manger ces aliments avariés, affirmant qu'ils ne sont pas des déchets car ils sont parfaitement comestibles. Les hommes sont sidérés par ce qu'ils voient, mais ce n'est que le début. Ruto est furieux que l'on qualifie certaines choses de déchets et de sans valeur, et il ne le supportera plus. Son pouvoir se manifeste à nouveau, et il se libère de ses liens. Il saute dehors et libère son énergie sur le sol, soulevant les objets autour de lui. Jin observe tout cela de loin, et il est très heureux de voir que Ruto s'avère être un donateur. Quelqu'un qui peut donner vie aux objets et en tirer la puissance, tout comme lui. Sur le sol, Ruto repense aux paroles de Rikuto. Traiter les objets avec soin leur donne vie, et ils rendent cette sollicitude à leurs humains. Il jette son masque et saisit la chaîne qui le liait, l'infusant de vie pour en faire une arme. Les hommes se précipitent sur lui, mais Ruto frappe simplement le sol avec sa chaîne, les forçant à reculer. Leur chef leur ordonne de viser la chaîne car un donneur est inutile sans son objet, et ces hommes réussissent à désarmer Ruto rapidement. Cependant, à leur grande surprise et au plus grand plaisir de Jin, Ruto ramasse un pneu et le transforme lui aussi en arme, ce qui est extrêmement rare même pour les donneurs puissants. Il s'occupe rapidement des hommes puis s'approche de leur chef, qui ne cesse de le maudire tout en étant pris de panique. Mais juste au moment où Ruto est sur le point de le frapper, Jin arrive et l'arrête. Ruto sort subitement de sa frénésie, et son pouvoir s'éteint. Le pneu qu'il utilisait se réduit soudainement en poussière, et Ruto a un saignement de nez en essayant de comprendre ce qu'il vient de faire. Jin explique qu'utiliser son pouvoir avec autant de témérité risque d'épuiser son corps. Il s'excuse ensuite de l'avoir ainsi mis à l'épreuve, mais il voulait s'assurer de l'étendue de ses pouvoirs. Il promet de tout lui révéler sur ce monde et sur ses pouvoirs, mais en échange, il veut que Ruto rejoigne les nettoyeurs car ils ont besoin de gens comme lui pour combattre les monstres. Cependant, c'est un peu trop pour Ruto, qui refuse de les rejoindre. Jin, semble-t-il, ignore le sens du mot « non », et il emmène Ruto dans une clinique pour qu'il soit soigné, prévenant un ami qu'il a trouvé un génie et l'a recruté pour son équipe. Ruto est choqué d'apprendre cela car il n'a jamais accepté. Il dit qu'il doit retourner immédiatement à la sphère, mais le médecin étrange, aux yeux exorbités, lui ordonne de se taire. Il le réprimande vivement pour être sorti en zone dangereuse où l'air est littéralement toxique. Il l'insulte pour avoir été enlevé, et lui dit de remercier Jin de l'avoir sauvé de 2 situations périlleuses en une seule journée. Ruto maudit Jin intérieurement, puis la médecin, qui s'avère être une vieille dame et s'offusque qu'il l'appelle un vieil homme. Une fois le traitement terminé, elle met Ruto et Jin dehors. Dehors, Ruto remercie Jin d'avoir payé ses soins, et lui dit qu'il a juste besoin d'informations pour rentrer. Il dit n'avoir pas le temps de devenir un nettoyeur ou quoi qu'il s'appelle, mais Jin répond qu'il espérait que son enlèvement lui apprendrait comment les sphériens sont traités ici. Il dit à Ruto que s'il est découvert qu'il vient de la sphère, il le regrettera amèrement, et qu'en plus, il ne trouvera aucune information gratuitement ici. Jin l'emmène ensuite dans une ville dystopique désolée, mais bien meilleure que le monde sordide extérieur. Il offre même un hamburger à Ruto, qu'il dévore goulûment ayant vomi la viande avariée qu'il avait mangée plus tôt. Il pensait que le fond du gouffre ne serait rempli que d'ordures, mais il y a des villes ici, avec des gens qui y vivent. Il remarque une fille entrant dans un magasin et la fixe, mais Jin décide alors de lui donner une leçon sur la surface. Il explique que les déchets ne sont pas la seule chose qui s'accumule ici, les émotions aussi, sous forme d'une énergie appelée anima. Les bêtes aux ordures sont une des manifestations de l'anima, et bien qu'elles soient surtout se cantonnent aux décharges, mais ils attaquent parfois les villes aussi. Il dit que les armes classiques sont inefficaces contre les bêtes aux ordures car leur cœur est fait d'anima, mais que les gants de Ruto le peuvent. Ruto est surpris et Jin lui explique que lorsqu'un objet est entretenu avec soin pendant longtemps, l'anima s'y accumule également, et qu'ils appellent ces objets des instruments vitaux. Les instruments vitaux peuvent détruire le cœur des bêtes aux ordures, mais tout le monde ne peut pas en exploiter la puissance. Jin précise que les personnes comme eux, capables de le faire, sont appelés les donneurs, et que leur organisation, les nettoyeurs, est composée de donneurs qui exterminent les bêtes aux ordures. Ruto demande à Jin s'il promet de lui révéler comment retourner à la sphère s'il rejoint les nettoyeurs, et il répond qu'il n'en a aucune idée. Ruto s'emporte en l'accusant de l'avoir trompé, et Jin lui rappelle qu'il n'a jamais prétendu savoir comment le renvoyer. Cependant, il affirme que son supérieur est très sage, et qu'il pourrait peut-être aider Ruto dans sa quête pour rentrer chez lui. Ruto est furieux car il doit maintenant rencontrer le supérieur Jin avant de prendre une décision, mais Jin l'interroge sur les gants. Ruto lui explique que son père les lui a donnés, et ce sont ses seuls souvenirs de lui. Jin comprend alors pourquoi Ruto attache autant d'importance à ses gants usés, et il lui dit de les chérir car ils possèdent une âme forte.
Ruto s'émeut car tout le monde s'est toujours moqué de lui à cause de ses gants, mais In-jin reçoit un message et décide de rejoindre un ami de travail. Ruto se lève brusquement et le remercie pour tout. In-jin lui lance alors une bourse d'argent en lui conseillant de la dépenser prudemment. Ruto est incrédule qu'In-jin lui donne de l'argent en plus de tout ce qu'il a déjà fait pour lui, mais In-jin lui répond que ce n'est rien, car il a obtenu cet argent en vendant ses vêtements. C'est ainsi qu'il a pu lui assurer des soins et de la nourriture, et que Ruto n'a donc même pas besoin de le remercier. Ruto est bouleversé en apprenant cela, mais In-jin lui fait remarquer qu'il ne pouvait de toute façon pas se promener en ville avec des vêtements provenant de la sphère. Il dit qu'il va maintenant rejoindre son entraîneur et lui demande d'attendre patiemment ici. Ruto est vraiment furieux contre lui, mais il remarque alors un chat qui s'empare de son argent et s'enfuit. Il le poursuit immédiatement, mais ne peut l'attraper. Heureusement, il aperçoit un bâton en forme de croissant de lune dans la rue, et le ramasse aussitôt pour arrêter le chat. Juste au moment où il arrive à immobiliser le chat, le propriétaire du bâton arrive, et il est en colère contre Ruto pour avoir tenté de voler son précieux bâton. Ruto lui demande ce qu'il y a de précieux dans ce morceau de bois stupide, et l'homme se met encore plus en colère. Il reprend rapidement son bâton puis repousse Ruto, lui disant qu'il paiera pour ses actes. Avant cela, l'homme commence à manipuler étrangement son bâton, et Ruto est complètement déconcerté. À ce moment-là, il voit le symbole des agents de nettoyage qui était sur le parapluie de Neujin, et réalise que l'homme en face de lui est également un agent de nettoyage. L'homme active la puissance de son bâton et le transforme en arme, attaquant Ruto avec. Cependant, il rate volontairement sa cible car Neujin lui avait déjà parlé de Ruto. Il se présente ensuite comme Zanka, celui qui sera chargé de son entraînement à la demande de Neujin. Il dit n'avoir jamais cru devoir apprendre à un gamin qu'il ne fallait pas voler les autres, et Ruto lui répond qu'il n'avait fait que emprunter le bâton pour récupérer son argent. Zanka répond que son père ne l'a pas bien élevé, et Ruto s'énerve car il ne supporte pas qu'on insulte Recto. Cependant, en pensant à Recto, il se souvient que celui-ci lui avait dit un jour que pour se faire entendre, il fallait faire le premier pas pour désamorcer un conflit et essayer de comprendre l'autre. Suite à ces paroles, Ruto comprend que Zanka a le droit d'être en colère car il lui a pris son bien sans prévenir. Il se dit qu'il serait furieux si on lui prenait ses gants, même par erreur, et réalise que c'est sa faute. Il s'excuse auprès de Zanka, et celui-ci se calme aussi vite. Il dit à Ruto que tout va bien puisqu'il a rendu le bâton, et qu'il aurait dû essayer. Réagir plus calmement aussi. Eh bien, Ruto est complètement déconcerté par ce changement soudain de personnalité, et aussi parce que c'est la première fois qu'il réussit à désamorcer une situation stressante par le simple dialogue. Il continue de penser que Recto avait raison sur plus de points qu'il ne le croyait, puis Zanka l'aide à se relever. Il l'interroge sur son instrument vital et ce qu'il peut en faire. Ruto lui répond que ses instruments vitaux sont probablement ses gants, mais qu'il ignore encore leur capacité. Zanka examine ses gants et remarque qu'ils sont vraiment cool, mais Ruto s'émerveille toujours de son changement. Il réalise soudainement que c'est probablement parce qu'il sourit maintenant, et Recto lui a toujours dit de sourire s'il voulait se faire des amis. Malheureusement, Ruto n'a jamais souri auparavant, et il aurait besoin d'un coach sportif pour apprendre à utiliser correctement les muscles de son visage. Plus malheureusement encore, il ne le sait pas, et il fait de son mieux pour imiter un sourire humain, mais finit par afficher l'expression la plus horrifique que Zanka ait jamais vue. Sur un visage humain, il s'en prend de nouveau à Ruto, lui demandant quelle grimace il fait. Il lui demande s'il se moque de lui avec cette expression, et Ruto lui répond qu'il est en colère car c'est le meilleur sourire qu'il puisse faire. Zanka lui rétorque qu'un aveugle pourrait voir que ce n'est pas un sourire, alors Ruto décide de fermer les yeux et les lèvres pour paraître plus naturel. Il semble moins inquiétant cette fois, mais cela ne suffit pas à calmer Zanka. Il pense que Ruto est trop sûr de lui depuis que Neujin l'a qualifié de génie, et qu'il se moque de lui. Il lui dit qu'il n'atteindra jamais ses objectifs s'il continue à agir de la sorte, mais c'est une phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer. Ruto pense à son objectif de retourner à la sphère et de la changer selon les dernières volontés de Rikuto, et il dit à Zanka qu'il est parfaitement sérieux. Il lui demande d'arrêter de l'insulter, et Zanka brandit à nouveau son arme, déclarant qu'ils ne vont pas s'entendre. Ruto est d'accord et sort une barre de métal d'une poubelle voisine, se préparant à sa puissance. Zanka est choqué de le voir utiliser un objet quelconque comme instrument principal, et il comprend pourquoi Neujin l'a qualifié de génie. Cependant, il reste persuadé que si Ruto ne possède que du talent naturel, il ne pourra pas vaincre un individu médiocre comme lui, qui a travaillé dur pour atteindre ce niveau. Ruto ne remarque même pas que la provocation était une diversion jusqu'à ce que le bâton de Zanka tombe juste devant lui, le manquant de quelques centimètres. Il est contraint d'esquiver et de fuir tandis que Zanka passe à l'offensive et le cloue rapidement au sol. Zanka est satisfait de sa victoire, mais il remarque alors quelque chose sur son visage.
Il l'essuie puis le sent par curiosité, pour découvrir que c'est de la matière fécale. Il panique en réalisant que la tige métallique que Ruto avait ramassée faisait partie d'une ventouse de toilette. Il essaie d'expliquer ce qu'est une ventouse, mais Ruto n'est pas d'humeur à l'écouter, et il se met à balancer la ventouse encore pleine de restes de repas. Zanka entre en panique et fait de son mieux pour esquiver les projections, et finalement, il s'enfuit de Ruto. Ruto ne comprend pas pourquoi il a si peur maintenant, mais cela joue en sa faveur, alors il le poursuit, effrayant Zanka avec le piston. Après un moment de course dans des ruelles comme dans les vieux dessins animés de Tom et Jerry, Zanka s'échappe dans la rue principale avec Ruto juste derrière lui. Soudain, un chat fait trébucher Zanka et il perd l'équilibre, donnant à Ruto l'occasion de le rattraper. Il saute haut, balançant le piston de toutes ses forces sur Zanka, pétrifié. Il est frappé par une volée de projectiles qui le rendent inconscient. Au bout d'un moment, Injin arrive pour les examiner. Il demande à Ruto s'il a déjà rencontré son nouveau professeur, et Ruto lui indique simplement Zanka, qui est allongé sur une pile d'ordures et se débat. Injin l'aide à se nettoyer et le ramène, mais il n'arrête pas de rire de la façon dont Zanka a été victime de ce projectile. Ruto est aussi traumatisé en apprenant la vérité sur l'arme qu'il maniait. Les rues, puis Injin lui dit que Zanka est un enfant gâté, et qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le prenne en charge de cette manière. Ruto ne peut que fixer Zanka, mortifié, lorsqu'il remarque une paire de bottes sur la banquette arrière de la voiture. Injin dit ensuite à Ruto que leur première rencontre n'a peut-être pas été idéale, mais que Zanka va être son professeur désormais. Il le félicite, disant qu'il est l'entraîneur le plus compétent lorsqu'il s'agit de manipuler des instruments importants. Zanka semble accorder beaucoup d'importance aux paroles d'Injin et se met à glousser en entendant cela. Just then, Injin appelle une femme nommée Ryo, à l'arrière de la voiture, lui demandant depuis quand elle est là. Elle se réveille de sa sieste et répond qu'elle était curieuse de voir le nouveau venu. Ruto ne peut que la regarder car elle est assez jolie, et Ryo se met soudainement à jouer avec ses cheveux, car ils sont assez particuliers, le faisant se demander s'il est arrivé accidentellement au paradis. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Injin sort la voiture de la ville, les conduisant au quartier général des nettoyeurs situé au milieu de nulle part. Injin passe devant des villes détruites et arrive à un tunnel fortifié traversant une immense paroi rocheuse. En sortant de l'autre côté, tout le monde descend de la voiture et Injin accueille Ruto au quartier général des nettoyeurs. Ruto est toujours sous le choc après que Ryo ait joué avec ses cheveux, et alors qu'il commence à marcher vers le bâtiment, quelques mouches tournent autour de lui. À l'intérieur du bâtiment, une réceptionniste bronzée lit tranquillement un magazine. Injin la présente à Ruto comme Semiu. Il dit que Semiu examine chaque nouvelle recrue, mais juste au moment où il s'apprête à révéler ses capacités, elle lance sa fourchette sur Ruto, tuant les mouches d'un seul coup. Ruto est stupéfait, puis Semiu l'accueille, disant qu'Injin lui a tout raconté à son sujet, mais qu'elle doit l'examiner personnellement pour évaluer son potentiel. Alors qu'elle se concentre sur ses lunettes, Injin explique que ce sont des instruments essentiels qui amplifient sa vue, et qu'en se concentrant, elle peut voir de quoi une personne est faite. C'est une nouvelle pour Ruto, mais il n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir car Semiu active le pouvoir de ses lunettes et examine son potentiel. Elle est choquée par ce qu'elle voit et désactive rapidement sa capacité. Quand Injin lui demande ce qu'elle a vu, elle lui répond que Ruto est déjà athlétique, donc il n'a pas besoin d'entraînement à ce niveau, et qu'il a également une bonne relation avec son instrument vital, bien qu'il ait besoin d'un peu d'entraînement pour l'utiliser correctement. Injin sent qu'il y a plus, et Semiu dit que Ruto a une tache sur la nuque. Il se met à rire en entendant cela et décide ensuite d'emmener Ruto rencontrer le patron, mais il lance un regard à Semiu en partant car il sait qu'elle cache quelque chose. En chemin, Injin dit à Ruto qu'il y a environ 100 agents de nettoyage au total, incluant les combattants, les gardes et le personnel de soutien. Cependant, ils sont toujours dispersés à cause de leur mission, donc la plupart d'entre eux ne sont pas au quartier général. Il dit à Ruto qu'il devrait rencontrer certains d'entre eux et que cela ne prendra pas longtemps, mais juste au moment où il ouvre la porte du salon, il trouve un groupe d'agents de nettoyage là et immédiatement ferme la porte car ils peuvent toujours faire les présentations plus tard. Ils arrivent bientôt au bureau du patron, mais avant d'y entrer, Injin dit à Ruto de ne pas commencer la conversation en demandant comment retourner à la sphère. Il lui dit qu'il doit offrir quelque chose en échange de cette information, et qu'il devrait commencer par promettre de travailler comme nettoyeur. Il lui dit également de ne pas parler de l'instrument vital du patron car personne ne sait ce que c'est ni quel est son pouvoir. Ruto est maintenant curieux de connaître le patron, mais il trouve la pièce vide. Just then, Semiu arrive et leur dit que le patron est en mission et ne reviendra pas avant quelques jours. Ruto est confus, mais Injin sait que c'est normal, et il lui dit qu'il doit attendre quelques jours pour rencontrer le patron. Ruto est contrarié par cela et demande ce qu'il est censé faire entre-temps,
lorsque Ryo arrive soudainement et lui dit de venir la regarder travailler. Elle dit qu'il ne peut pas devenir nettoyeur tant qu'il n'a pas été approuvé par le patron, donc la meilleure chose qu'il puisse faire est de la suivre en tant que stagiaire, et cela lui convient aussi car elle souhaite. Pour en savoir plus sur lui, le cerveau de Ruto se bloque, n'ayant jamais reçu ce genre d'attention féminine auparavant, il la suit silencieusement. Ils se rendent dans la salle de stratégie, où Semyu explique qu'une petite ville située près d'une zone polluée a demandé de l'aide car de petites bêtes issues des déchets ont été trouvées à proximité. Ruto est curieux au sujet des zones polluées et Semyu comprend qu'Injin ne lui a même pas correctement expliqué les bases. Elle dit à Ruto que le sol est divisé en zones sûres qui permettent la vie humaine et en zones polluées remplies de déchets où vivent les bêtes des déchets. La zone où Ruto a atterri était une zone inhabitée, une zone polluée exceptionnellement dangereuse, et la plupart des gens y mourraient dès qu'ils y mettraient les pieds. Elle donne ensuite un masque à Ruto, lui disant de le porter en permanence lorsqu'il se rend dans les zones polluées car, sans le masque, il pourrait mourir à cause des gaz toxiques en moins de 15 minutes. Plus tard, Ruto rejoint Ryo et son équipe pour la mission, et elle lui dit de rester près d'elle. À tout moment pour apprendre le maximum. Cela le met encore mal à l'aise, mais il se demande ensuite combien de temps il a passé dans cette zone perdue et combien de substances nocives il a inhalées. Son attention se porte alors sur les déchets entassés devant eux, et il se demande si les gens dans la sphère savent que des humains vivent au fond du puits. Cependant, tout cela n'a pas d'importance, car le plus important pour Ruto est le tas d'ordures lui-même. Pour lui, ce n'est pas qu'un tas d'ordures, mais un trésor où il peut trouver des choses utilisables et les réparer sans que personne ne le réprimande. Il rattrape ensuite Ryo et lui demande qui sont les autres avec elle. Elle répond que ce sont des assistants, et bien qu'ils n'aient pas de pouvoirs spéciaux comme les combattants, ils sont très utiles lors des missions. Un des assistants tend la main à Ruto pour une poignée de main, et alors qu'il la prend nerveusement, l'assistant la serre de toute sa force. Ryo rit tandis que Ruto se tortille de douleur, lui disant que cet homme a une force de préhension incroyable et qu'il peut déchirer la carapace d'une bête des déchets à main nue. Ruto pense ne plus pouvoir supporter cette femme exaspérante. Lorsqu'une alerte prévient que des créatures indésirables arrivent, Ruto décide de les observer attentivement pour apprendre. Bientôt, un groupe de petites créatures indésirables ressemblant à des chèvres sortent de la forêt de déchets inquiétante, et Ruto panique, demandant à Ryo comment ils vont faire face à autant d'ennemis. Elle lui dit de se calmer car ce ne sont que des créatures faibles et lentes, incapables de franchir la clôture en bois. Ces paroles se vérifient lorsque les créatures attaquent la clôture sans lui causer de dommages, mais une seconde vague arrive, composée de créatures plus grandes et plus féroces. Elle commence à pousser et à briser la clôture, et Ruto panique, demandant à Ryo ce qu'ils doivent faire. Elle répète que ces créatures sont seulement un peu plus fortes que les précédentes, et qu'elles sont toujours parfaites pour l'entraînement d'un novice. Elle ajoute qu'il devrait terminer le nettoyage rapidement et retourner à la base pour fêter l'arrivée de Ruto à la surface. Il n'arrive pas à croire qu'elle puisse être si détendue alors qu'elle risque constamment sa vie en combattant les monstres, et Ryo lui explique que pour survivre ici, il faut avoir une vision positive du monde. Ruto réalise soudainement que Neujin est pareil, et il sent que c'est ce qui lui manquait. Il décide d'être plus détendu face à tout, quand soudain, une énorme bête de déchets surgit, brisant les barricades, et même Ryo panique en la voyant. Ruto se tourne vers elle pour une confirmation que tout va bien, mais elle lui répond que cette grande bête est incroyable car elle n'a jamais rien vu d'aussi stylé. Elle dit que ce n'est pas l'idéal pour apprendre aux débutants, mais qu'elle va s'amuser à la combattre. Elle sort ses ciseaux, ses instruments essentiels, et Ruto ne peut que la regarder, bouche bée. Ryo active alors ses ciseaux et les lance dans le ciel, où ils deviennent gigantesques et encore plus tranchants. Elle les attrape avec sa jambe puis fonce sur la horde de monstres, en abattant un grand nombre d'entre eux d'un coup de pied propulsé par les ciseaux. Ruto ne comprend rien à ce qui se passe, et l'assistant lui explique que l'instrument vital de Ryo s'appelle le déchiqueteur, et qu'à la différence des autres, elle s'en sert avec ses pieds. Ruto réalise que chacun utilise son instrument vital à sa manière, lorsque l'assistant qui lui avait serré la main lui recommande plus de vigilance. Trop tard, Ruto remarque une créature de niveau 2 sur le point de l'attaquer, mais heureusement, l'assistant l'arrête à main nue, avant de la maîtriser et de la lancer vers Ryo, qui la tranche avec ses ciseaux. Elle demande aux assistants de lui envoyer d'autres créatures, et ceux-ci obéissent, projetant ces monstres lourds comme s'ils étaient sans poids. Pendant que Ruto assimile tout cela et comprend le mode de combat des nettoyeurs, Ryo a éliminé les plus faibles, ne laissant que le monstre principal. Les assistants décident de neutraliser les petites créatures susceptibles de gêner son combat et se dispersent, mais Ruto remarque qu'une des créatures neutralisées se réveille et fait trébucher un assistant. Il se jette alors sur lui, et l'homme ne peut l'éviter à temps. Heureusement, Ruto arrive à son secours et déclare qu'il va prouver sa valeur ici, afin d'obtenir rapidement les informations qu'il souhaite.
Il transforme le tuyau de fer qu'il tient en main en arme, et celui-ci se métamorphose en une barricade hérissée de pointes. Ruto est déconcerté, puis réalise qu'il a oublié comment utiliser son pouvoir car il l'a toujours fait instinctivement. Il ne sait pas comment gérer la situation, et la bête de déchets commence à le maîtriser. Fort heureusement, Ryo arrive juste à ce moment et se débarrasse rapidement de la bête, disant à Ruto qu'il a bien fait de suivre son instinct pour sauver les autres. L'autre partisan arrive également, et le remercie avant de demander si elle a vaincu le plus gros. Ryo répond qu'elle l'a coupé en deux, mais qu'il reste malgré tout debout. Elle ne comprend pas comment il a pu survivre à son attaque, étant sûr d'avoir touché son point vital, mais décide de le découper en petits morceaux pour le rendre inoffensif. Les partisans décident d'enregistrer des informations sur un nouveau type de bête immonde insensible aux instruments vitaux et partent prévenir les villes voisines. D'un autre côté, Ryo fonce vers la bête géante et Ruto se retrouve bloqué, sans savoir quoi faire. Entre-temps, Ryo saute sur la bête immonde, atterrit sur son visage, puis bondit sur sa tête et tranche toutes les canalisations qui en dépassent. Après avoir débarrassé le monstre de sa chevelure, elle remarque une lueur sous ses pieds et comprend qu'il s'agit probablement du cœur que le monstre essaie de cacher. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'attaquer, la bête immonde se met à bouger violemment, la projetant. Elle se remet ensuite ses canalisations et se met à frapper le sol de sa mâchoire avec une grande force. Ryo réussit malgré tout à s'accrocher, mais la bête se tourne soudainement vers Ruto et les partisans. Ruto reste figé en voyant les canalisations métalliques s'approcher, mais heureusement, il n'est pas directement touché. Le sol s'effondre sous lui à cause des attaques, et en tombant, il commence à se demander ce qu'il fait. Il pense qu'il ne pourra pas se venger de Recto et des lâches de la sphère à ce rythme, et l'obscurité commence à le gagner. Cependant, le soutien arrive pour le sauver d'une chute dangereuse et du désespoir. Il porte Ruto sur son épaule, lui disant que s'il a un objectif, il ne doit pas se laisser paralyser et foncer dessus tant qu'il le peut. Il lui conseille de prendre exemple sur les soutiens qui, dépourvus de pouvoir, continuent pourtant leur tâche. Alors, Ruto remarque Ryo en train de frapper le monstre, à en juger par ses cris. Elle comprend qu'elle a trouvé son point faible. Elle saute très haute avant de fondre sur sa tête à toute vitesse, le transperçant de ses ciseaux et arrachant son cœur. Lorsqu'elle touche le sol et détruit le cœur, le monstre se réduit soudainement en cendres. Le soutien accourt immédiatement vers elle, lui demandant comment elle a vaincu cette créature. Et elle dit avoir poignardé quelque chose d'autre que son cœur et que cela est mort. Elle tient un cutter en carton dans les mains, expliquant que c'était l'élément moteur de la bête des ordures, et l'homme du support n'arrive pas à y croire car il réalise que le cutter est en fait un instrument vital et qu'il est absurde qu'une bête des ordures en possède un. D'un autre côté, le chef des bandits qui projetait de vendre Ruto se réveille soudainement dans une pièce faiblement éclairée. Il se demande où il se trouve, lorsque soudain, l'homme assis sur le canapé en face de lui demande l'emplacement de l'enfant de la sphère dont il a parlé pendant son sommeil. De retour au quartier général des nettoyeurs, Ryo organise une fête de bienvenue pour Ruto et bientôt, Zanka arrive aussi. Encore somnolent après sa longue sieste de l'après-midi, il demande à Ryo ce qui se passe, et elle lui explique qu'ils organisent une fête pour souhaiter la bienvenue à Ruto, mais il reste assis silencieusement, la tête baissée dans un coin. Zanka demande pourquoi ce petit coquin a l'air si déprimé, et Ryo répond que depuis que son instrument vital l'a abandonné en plein combat, il est maussade et triste. Zanka trouve cela triste, mais il passe aux nouvelles concernant Ryo face à une étrange bête déchet. Elle confirme, lui expliquant qu'au lieu d'un cœur d'anima, la bête déchet avait un instrument vital en son centre, et que rien ne les avait préparés à une telle découverte. Ryo dit que, ne pouvant rien faire, elle a décidé de laisser cela à des personnes plus expérimentées et est revenue organiser une fête. Pendant ce temps, Ruto boude toujours lorsque le chef de l'équipe de soutien arrive pour lui parler. Il se présente comme Gris, et dit à Ruto qu'il a bien travaillé hier. Ruto pense n'avoir rien fait du tout, mais Gris lui rappelle qu'il a protégé un autre soutien d'une bête déchet. Ruto répond que même s'il a réussi cela, il n'a plus pu contrôler correctement ses pouvoirs par la suite, et a dû être secouru par Gris et Ryo. Il se sent frustré car même sur la sphère, il perdait tout le temps le contrôle, et Recto devait ensuite le soutenir. Ruto se sent un échec total, incapable de répondre aux attentes de quiconque. Mais soudain Gris le remercie, interrompant complètement sa chaîne de pensée. Il dit que la plupart des nouveaux nettoyeurs considèrent les soutiens comme des perdants sans vrai pouvoir, mais que Ruto était différent. Gris parle ensuite de Falo, celui que Ruto a sauvé. Il a rejoint les nettoyeurs pour devenir combattant, mais comme il n'a pas d'instrument vital pour le moment, il travaille comme soutien tout en chérissant un objet, espérant qu'il puisse devenir son arme un jour. Gris dit à Ruto qu'il ne devrait pas trop se soucier de devenir plus fort ou de répondre aux attentes des autres. Il lui demande ce qu'il a toujours voulu,
même avant que les choses ne tournent mal dans la sphère. Ruto commence à réfléchir profondément à cela, et Gris lui dit que s'il pouvait retrouver ce qui a allumé le feu en lui, il trouverait son chemin. Il lui caresse alors la tête, lui disant de croire en lui. Ruto est ému par cela, mais juste à ce moment, Injin arrive et s'appuie sur lui, gâchant l'ambiance émotive. Il demande à Ruto pourquoi il ne mange rien, puis Ryo et Zanka arrivent. Tout le monde dit à Ruto de se joindre à la fête car il est la star de ce soir, et aussi parce que la nourriture ne tiendra pas longtemps à ce rythme. Ruto est profondément touché de voir que tout le monde se soucie de lui, et il les suit. Pendant qu'il mange, un type commence soudain à jouer de la musique et prend des bombes de peinture. Il commence à peindre le mur et Injin lui dit de surveiller le type appelé Gob attentivement, car il fait ce qu'il veut sans se soucier des autres. Alors que Gob réalise son œuvre sur le mur, les autres se plaignent, lui disant d'attendre qu'ils aient fini de manger, mais comme dit précédemment, il s'en fiche. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Mamie Simeo retourne à son bureau, et elle prédit qu'un appel va arriver d'une minute à l'autre. Elle décroche le téléphone au même instant où il sonne et reçoit une demande. Elle convoque Zanka et une équipe de soutien pour répondre à cette demande, mais Zanka lui demande. Que fait Ruto avec le groupe alors qu'il n'a pas été officiellement admis parmi les nettoyeurs? Simeo lui explique que la demande qu'ils ont reçue le concerne. Elle précise qu'un marchand a été attaqué par une créature des déchets lors du passage d'une zone polluée. Il a survécu, mais sa précieuse cargaison a été volée, et il souhaite qu'il vainque la créature et récupère la cargaison. C'est là qu'intervient Ruto, car la cargaison est un sphérite vivant. Tout le monde est choqué, et Simeo souligne la rareté de voir deux sphérites vivants en surface simultanément, ce qui indique une situation inhabituelle, et elle souhaite que Ruto l'examine. Ruto réfléchit, et Gris lui conseille de maîtriser ses émotions avant de prendre une décision. Ruto sait qu'il ne peut pas contrôler parfaitement ses pouvoirs, ce qui pourrait le rendre un poids pour l'équipe, mais il souhaite tout de même voir l'autre sphérite car cela pourrait lui donner un indice pour retourner à la surface. Il décide de les accompagner et Zanka n'apprécie guère cela, mais Simeo comprend parfaitement. Pour le convaincre d'accepter tout, elle dit que cette quête était initialement destinée à Njin, mais qu'il est occupé par une autre demande pour le moment, et qu'il a dit qu'il a confiance en Zanka pour la faire. Cela suffit pour motiver le fan numéro 1 de Njin, et il guide joyeusement son groupe à travers la zone polluée. En chemin, Ruto demande à Gris s'il ne porte pas d'armes, et il répond qu'il a un couteau, mais qu'il se fie plus à ses mains. L'un des membres du groupe dit à Ruto que Gris possède en fait un talisman auquel il prie beaucoup, et il est gêné que son secret soit révélé. Finalement, il décide de montrer le talisman à Ruto, disant que ce n'est rien de spécial, mais que cela lui donne quelque chose à quoi s'accrocher. À ce moment-là, il remarque un type louche derrière eux. La jeune fille, dont les pronoms sont certainement Fa et Tam, dit qu'elle est la marchande qui les a engagés pour cette mission. Ruto commence soudainement à lui poser des questions sur la sphérite, et la marchande répond qu'elle transportait ses bagages lorsqu'elle est tombée accidentellement sur une sphérite inconsciente. Elle s'inquiétait pour eux, alors elle les a emportés, mais ensuite la bête des déchets les a attaqués et a enlevé le sphérite. Ruto confronte la marchande pour savoir si elle envisage de vendre le sphérite, et elle nie cette accusation, lui disant qu'elle ne veut pas le faire, et qu'elle est simplement très curieuse des sphérites. Zanka a l'impression que cette histoire est un tas d'ordures comme celui vers lequel il se dirige. Les bêtes des déchets sont connues pour attaquer les humains à vue, et elles ne prennent pas la peine d'en enlever un. Il trouve cela suspect, mais décide de s'en occuper le moment venu. La marchande les conduit ensuite au bâtiment où la bête des déchets s'est enfuie après avoir enlevé le sphérite. Zanka dit à tout le monde d'être sur ses gardes car la bête des déchets peut les attaquer de toutes parts. Mais en entrant dans le bâtiment, il le trouve vide, à part une personne au bout. La marchande dit que c'est le sphérite et commence à pousser Ruto vers elle, et les autres nettoyeurs sont également poussés. Une fois assez près, Ruto réalise que ce n'est pas une personne mais une poupée habillée comme un sphérite, mais il est trop tard car le marchand recule brusquement, leur demandant de se dépêcher. L'instant d'après, le sol sous les pieds de Ruto se transforme en boue, et tout le groupe s'effondre à l'étage inférieur. Ils se demandent ce qui vient de se passer, et le marchand leur demande s'ils vont bien. Ils lui répondent que oui et lui demandent ce que c'est cet endroit et où est le sphérite. Le marchand rit étrangement et désigne Ruto, disant que c'est lui le sphérite avant de se transformer soudainement en boue et de disparaître. À ce moment-là, ils entendent deux voix appeler le donneur de sphérite, puis deux lumières violettes se rapprochent d'eux dans l'obscurité. Zanka comprend tout maintenant, surtout à cause des lumières électriques violettes. Il sait que les personnes qui les ont tendues sont appelées les raiders, et il ne se donne même pas la peine de cacher qu'il projette de prendre Ruto au nettoyeur. Ruto est confus face à ce nouveau groupe d'individus étranges et Gris lui explique que ce sont des bandits de ce monde, mais ce qui les rend dangereux, c'est qu'ils sont tous aussi des donneurs.
Il ordonne immédiatement à son équipe de trouver une issue, tandis que lui et Follow protégeront Ruto. Il demande à Zanka de gérer les deux raiders seuls, et bien qu'hésitant, il sait qu'il n'y a pas d'autre choix. Les partisans s'enfuient dans la direction opposée et Gris dit à Ruto de les suivre. Ruto affirme qu'il pourrait se débrouiller avec une bande de bandits, mais Gris le met en garde contre la sous-estimation des raiders, surtout compte tenu de leur méconnaissance de leurs capacités. D'un autre côté, Zanka raille les raiders, disant qu'il a toujours su qu'ils viendraient après Ruto, mais qu'il n'avait jamais pensé qu'ils le trouveraient si vite. Il leur demande s'ils comptent le vendre, car un sphérite vivant pourrait leur rapporter assez d'argent pour prendre une retraite confortable. Les raiders rient, affirmant qu'ils n'ont pas l'intention de vendre Ruto. Au contraire, ils sont très curieux de la sphère et le meilleur moyen d'obtenir des informations est de parler à un sphérite. Ils veulent savoir beaucoup de choses, notamment comment il a traversé la barrière sans mourir. Zanka est lui aussi maintenant curieux de cette histoire de barrière, mais il décide de régler rapidement le problème des raiders. Il dit que depuis qu'ils ont mis tout ça en place, il n'a plus à se soucier des créatures de déchets. La pillarde répond qu'il doit quand même se méfier des poupées de boue qu'elle peut créer à volonté, et Zanka affirme pouvoir gérer de si faibles adversaires les yeux fermés. Il active soudainement son bâton et commence à détruire les poupées de boue, mais le pillard se cache parmi les simulacres et l'attaque par derrière. Zanka réagit de justesse et est projeté contre un pilier. L'homme se réfugie à nouveau dans une poupée de boue, et la pillarde explique à Zanka que les nettoyeurs, ne combattant que des créatures de déchets, n'ont aucune idée de comment affronter des humains. Elle lui dit que ce sera la dernière partie de « Trouve le vrai », qu'il jouera de sa vie, et il se prépare à combattre de toutes ses forces. Il continue d'abattre les poupées de boue, mais le pillard parvient à lui asséner des coups consécutifs dans le dos. Zanka est maintenant acculé, et alors qu'il tente de foncer sur la pillarde pour la vaincre, ses pieds glissent dans la flaque de boue qu'elle avait préparée. Elle lui dit qu'il est le seul combattant du groupe capable de la contrer, et qu'une fois qu'il sera maîtrisé, le reste du groupe sera sans défense. Elle affirme qu'il sera bientôt vaincu, mais Zanka l'interrompt brusquement en lui suggérant de lancer un podcast si elle a tant à dire. Il explique qu'au début, il pensait qu'elle manipulait les marionnettes de boue avec sa pelle et que l'homme utilisait son arme principale pour infliger des dégâts. Cependant, après avoir observé le combat un moment, il s'est rendu compte que sa première hypothèse était erronée. Il précise que l'homme le frappe simplement, et que son arme principale semble être ses raquettes à neige qui lui permettent de se déplacer facilement sur un terrain stable. Il ajoute que cela explique maintenant sa facilité de mouvement malgré la boue, et raille les deux attaquants, les qualifiant de couple idéal. Cela met la femme hors d'elle, et elle lui ordonne de se taire, ce qu'il ne fait évidemment pas. Il déclare qu'il n'a peut-être pas d'expérience du combat, mais qu'il connaît son arme principale bien mieux qu'eux. Il dit que c'est pour ça qu'il peut faire des choses que ne peuvent pas, et la fille l'attaque soudainement. Zanka frappe son bâton fortement par terre, projetant une onde sonore dans tout l'endroit. Il ressent les changements de vibration lorsque l'onde sonore traverse les poupées de boue, et lorsqu'elle atteint celle où se cache le raider masculin, il le repère immédiatement. Il se rue alors à toute vitesse sur lui, le mettant hors de combat d'un seul coup avant de frapper la raider féminine également. Lorsqu'elle perd connaissance, ses poupées de boue se désagrègent instantanément, et Zanka dit qu'il n'était qu'une bande de débutants. Cependant, le chef des raiders apparaît soudainement derrière lui, disant qu'il devrait combattre quelqu'un de plus fort s'il n'est pas satisfait. D'un autre côté, Ruto et les autres courent toujours en essayant de trouver la sortie. Ruto s'inquiète car il n'entend plus les bruits d'un combat, lorsqu'il tombe soudainement sur Gris, qui a trouvé une sortie. Il envoie une partie des partisans à l'étage afin qu'ils puissent contacter le quartier général et demander du soutien. Après cela, il décide de retourner voir Zanka, lorsqu'il entend soudainement quelqu'un courir vers eux. Gris pense que c'est Zanka qui a terminé son combat, mais à sa surprise, c'est le chef des raiders qui arrive. Tout le monde est confus, puis le raider se met à fixer Ruto, comparant ses traits à la description qu'il a obtenue du bandit qu'il a rencontré plus tôt. Il saute soudainement au mur derrière Ruto, s'y accrochant fermement, déclarant avoir enfin trouvé le donneur de la sphère. Au moment où Gris et les autres réalisent que l'homme devant eux est un raider, celui-ci brise le mur de ses griffes, bloquant la sortie. Le raider commence à se concentrer, et Gris lui dit que s'il fait du mal à Ruto, il deviendra l'ennemi de tous les nettoyeurs. Il lui demande ensuite des nouvelles de Zanka, mais le raider se lance dans des explications sur son retard, prétextant un terrible sens de l'orientation. À son arrivée, les autres étaient déjà vaincus, ce qu'il déplore car cela représente une perte de temps pour tout le monde. Il s'approche ensuite de Ruto, ignorant complètement Gris et ses questions concernant Zanka. Il dit à Ruto qu'une personne souhaite lui parler et qu'il doit donc les accompagner, pour le moment. Ruto est sur ses gardes lorsque le raider lui arrache brusquement son masque, lui expliquant qu'il n'en a pas besoin car il n'y a pas de créatures dangereuses aux alentours.
Ruto demande ce qu'il est arrivé au nettoyeur avec le bâton, et le raideur répond qu'il avait un mauvais comportement, et qu'il a donc dû intervenir. Cependant, comme il était fort, il ne l'a pas tué et l'a seulement assommé, mais qu'il ne devrait pas apprécier le poison. Le raideur utilise ensuite son pouvoir pour activer la force de ses anneaux, les transformant en griffes métalliques. Il dit à Ruto de venir avec lui paisiblement et que personne ne sera blessé, mais à ce moment-là, Gris et Follow l'attaquent. Le raideur esquive facilement leur attaque et effectue un saut périlleux pour les envoyer valdinguer. Il sent que Follow a le potentiel pour devenir un protecteur, mais que Gris n'a rien de tel, il n'est donc pas nécessaire. Gris se lève cependant et dit au raideur qu'il protégera son équipe coûte que coûte, peu importe contre qui il devra se battre. Le raideur comprend qu'il s'agit d'un simple supporter et lui rétorque que des faibles comme lui n'ont aucune valeur et ne peuvent rien protéger. Ruto s'inquiète pour Gris et lui demande de reculer car le combat sera trop dangereux pour lui, mais Gris ne répond pas. C'est le raideur qui répond à Ruto en lui disant que son ami faible et inutile est déjà vaincu. Ses griffes ont transpercé le cœur de Gris, et il les enfonce davantage. Ruto ne peut que contempler la scène avec horreur tandis que le porte-bonheur de Gris s'envole, et son esprit se vide. La scène lui rappelle terriblement la mort de Ricto, et Ruto porte instinctivement la main au pendentif qui lui rappelle des souvenirs d'enfance. Un jour, Ricto l'a trouvé se cognant la tête contre le mur, et il est immédiatement intervenu. Il a demandé à Ruto ce qu'il faisait, et celui-ci a répondu machinalement que Ricto avait dit l'empêcher de faire du mal aux autres, mais il n'avait jamais rien dit sur le fait de ne pas se faire du mal à lui-même. Ricto s'inquiéta davantage car il pensait que Ruto s'était calmé après que la douleur dans ses mains se soit atténuée. Il lui demanda la raison de son agitation et Ruto répondit qu'il n'y en avait aucune. Il avait seulement une colère inexplicable en lui dont il ne connaissait pas la cause, mais Ricto savait ce qui se passait. Il réalisa que Ruto sentait que ses parents l'avaient abandonné, ce qui créa un sentiment de dévalorisation en lui et donna naissance à cette colère. Ricto lui dit qu'il avait besoin d'un but dans la vie pour surmonter ce sentiment, ou au moins de choses qu'il aimait, alors il soigna Ruto et l'emmena découvrir différentes choses, des livres aux jeux en passant par la cuisine, mais rien n'attira vraiment son attention. Cependant, juste au moment où Ricto allait abandonner, Ruto vit un homme jeter des ordures, et sa curiosité se réveilla. Il ouvrit le portail qui menait à la ville principale et sortit un masque du sac poubelle. Ricto le suivit par inquiétude, mais ensuite Ruto se mit soudainement à pleurer car il pouvait. Lié aux déchets, Ricto lui demanda comment il se sentait, et Ruto répondit que ce masque était juste un peu abîmé et qu'il ne devait pas être jeté. Il pleura en disant qu'il était injuste de le jeter alors qu'il avait encore tant à donner, et qu'il voulait le réparer. Ricto comprit que cela dépassait la simple projection des problèmes de Ruto et qu'il pouvait vraiment voir la valeur des choses que les autres jetaient. De retour au présent, le pendentif devient un instrument vital entre les mains de Ruto, et le raideur en est estomaqué. Gris, qui est étrangement encore en vie, comprend la vérité sur les pouvoirs de Ruto. Il dit que Ruto ne transforme pas les choses en instruments vitaux, mais qu'il révèle leur potentiel inexploité. Sur ce, Ruto libère le potentiel du pendentif, le transformant en une arme étrange et consciente. Le raideur est véritablement émerveillé, et il commence à baver en demandant à Ruto ce que fait son instrument vital. D'un autre côté, Follow installe Gris plus confortablement, mais son état reste critique. Ruto remercie Gris de lui avoir montré la voie pour sortir de sa dépression, et lui dit que sans son aide, il serait toujours bloqué. Cependant, maintenant il sait ce qu'il doit faire, et il commencera par mettre le pilleur à rude épreuve et prouver qu'il avait tort sur tout ce qu'il vient de dire. Le pilleur apprécie son attitude et se présente finalement comme Jabber, disant qu'il n'aime rien de plus que les combattants déterminés et les personnes généreuses. Il attaque ensuite Ruto, et les deux hommes s'engagent dans un combat acharné. D'un autre côté, Gris saigne abondamment et Follow s'inquiète pour lui. Cependant, Gris le rassure en lui disant qu'il ira bien. Il commence alors à penser à Ruto et dit qu'il n'a pas pu utiliser ses pouvoirs correctement la dernière fois car beaucoup d'émotions brouillaient son véritable objectif, mais cette fois, ils n'ont pas à s'en soucier. Entre-temps, Ruto est entièrement sur la défensive, forçant Jabber à l'attaquer et à reculer lorsqu'il ne trouve aucune ouverture. Il tente de provoquer Ruto pour qu'il l'attaque, mais celui-ci lui demande simplement de l'attaquer s'il l'ose. Jabber lui demande d'être un peu plus gai et de profiter du combat tandis qu'il se rue de nouveau sur lui, mais Ruto esquive son attaque. Jabber l'attaque à nouveau, et cette fois encore, Ruto esquive sans effort. Jabber réalise bientôt que ses attaques ne peuvent même pas atteindre Ruto, qui explique que c'est grâce au pendentif de Gris. Gris a prié le talisman pour que tous rentrent sains et saufs de leur mission, ce qui en fait un instrument vital axé sur la défense. Jabber comprend que cela augmente le taux d'esquive, mais il dit à Ruto qu'il ne peut pas riposter avec cet instrument vital.
Ruto lui répond que ce n'est pas nécessaire, ce qui déconcerte le raideur. Il explique qu'il a tout esquivé sans même bouger de sa place, et que c'est Jabber qui ne cesse de se déplacer, donc il peut prédire où il va aller ensuite. Jabber se moque de ses explications et se jette de nouveau sur Ruto. Cependant, cette fois, Ruto utilise une autre capacité de son arme, qui modifie légèrement la trajectoire de Jabber, mais cela suffit pour le déséquilibrer complètement. Ruto dit qu'il ne peut pas utiliser le talisman pour attaquer, mais il peut utiliser ses poings, et assène alors un puissant coup de poing au visage de Jabber. Jabber se révèle être un amateur de sensations fortes, et il est content que Ruto l'ait finalement attaqué. Il se plaint que le jeu est truqué contre lui, mais Ruto ne ressent aucune culpabilité à utiliser son instrument vital pour le frapper après avoir perturbé son équilibre. Jabber décide de changer de stratégie et attaque Ruto par derrière, mais le talisman interrompt son élan et donne à Ruto l'occasion de lui porter un coup dévastateur à l'estomac. Jabber modifie à nouveau son style de combat après cela, endommageant les environs pour créer un nuage de poussière qui bloque la vision de Ruto. Ruto est sur le qui-vive, et soudain, une brique de pierre lui est lancée. Il l'évite grâce au pouvoir du talisman, mais Jabber coupe ensuite un pilier et envoie plus de briques vers lui. Ruto les évite toutes et, juste à ce moment, Jabber l'attaque dans son angle mort. Heureusement, le talisman est prêt pour ça, et il perturbe à nouveau ses mouvements, permettant à Ruto de le projeter au sol. Jabber se relève et décide de déployer toute sa vitesse, mais cela ne suffit pas à vaincre Ruto, qui a débloqué l'ultra instinct grâce au talisman, et peut le maîtriser dès qu'il s'approche. Il le domine complètement et le force à s'appuyer contre un mur, mais Jabber se met à rire car il n'avait pas reçu une telle correction depuis longtemps. Il dit alors à Ruto qu'il est heureux d'avoir pu le combattre ainsi, car il n'en sera plus capable. Jabber a compris que le talisman détecte les attaques hostiles et les détourne, protégeant Ruto, mais lorsqu'il lui a envoyé des débris à travers la fumée, il a constaté que le talisman ne réagissait pas du tout. Ruto ne comprend pas pourquoi il parle soudainement de tout ça, et Jabber lui explique alors que sa griffe droite contient un puissant neurotoxique. Il se lacère soudainement avec sa griffe, et Ruto est encore plus déconcerté par ses motivations. Jabber lui explique qu'il va perdre connaissance puis agir de manière imprévisible, et qu'il est sûr que le talisman de Ruto ne considérera pas cela comme une intention hostile. Il lui demande d'esquiver puis s'endort progressivement. Ruto ne peut que l'observer avec dégoût et stupeur, mais Jabber se réveille brusquement et, fidèle à ses paroles, commence à attaquer aveuglément. Jabber entre dans une rage incontrôlable en se levant, encore inconscient, et pousse un cri perçant. Ruto le regarde, horrifié, tandis que Jabber se rue sur lui en tournant sur lui-même, détruisant tout sur son passage. Ruto parvient à esquiver l'attaque et ne comprend pas comment Jabber peut être aussi fort dans cet état. Soudain, il remarque que Follow et Gris ne sont pas loin, et que si Jabber se tourne vers eux, ils mourront tous les deux. Ruto court donc dans la direction opposée pour attirer Jabber, et son pari fonctionne. Jabber, enragé, l'attaque et Ruto tente d'utiliser le pouvoir du talisman pour l'arrêter. Cependant, cela ne fonctionne pas comme prévu, et il doit parer l'attaque lui-même avant de projeter le furieux avec une technique de judo. Malgré avoir percuté le sol en béton de la tête, Jabber est toujours aussi en colère, et Ruto pense que l'expérience du champ de bataille et la détermination peuvent pousser les gens à faire l'impensable. Néanmoins, une autre idée lui vient soudainement à l'esprit, Jabber pourrait être un masochiste. Il se souvient de l'époque où il se faisait battre par des brutes, mais il ne ripostait pas car Ricto lui avait dit de ne pas le faire. Les garçons lui avaient demandé s'il était masochiste, mais il ne savait pas ce que cela signifiait à l'époque, alors il était rentré chez lui et avait demandé à Ricto. Maintenant qu'il sait que les masochistes sont des personnes qui éprouvent du plaisir face à la douleur, il pense que s'il s'avère que Jabber en est un, il ne sait pas comment l'arrêter. De toute façon, Jabber se rue sur lui avec une fureur aveugle et Ruto ne peut que tenter d'esquiver ses attaques. Il recule en essayant de bloquer et d'esquiver les attaques, mais Jabber est trop puissant. Il parvient à percer ses défenses, mais juste au moment où ses griffes vont le frapper, le bâton de Zanka arrive et le cloue au sol. Ruto reconnaît le bâton et, à ce moment-là, Zanka arrive, peinant à se tenir debout, mais déterminé à se venger de ce misérable qui a abandonné leur combat sans même le vaincre complètement. Ruto lui demande s'il est en état de combattre, mais Zanka lui dit de ne pas le sous-estimer. Il remarque alors l'instrument essentiel que Ruto utilise et fait remarquer qu'il semble enfin le maîtriser. Ruto répond que ça ne sert à rien pour le moment, car ça ne peut pas bloquer les attaques de Jabber dans son état frénétique. Zanka comprend que l'instrument essentiel ne réagit qu'à une intention hostile et Ruto est surpris qu'il ait déjà compris. Zanka lui explique que, alors qu'il luttait pour arriver jusqu'ici, il l'a vu combattre de loin et a décidé d'analyser son style de combat, car cela l'aidera à l'entraîner plus tard.
Zanka dit que puisque Ruto ne peut pas combattre avec son arme principale, et qu'il ne peut pas bien se déplacer à cause du poison, ils n'ont aucun moyen de vaincre Jabber. Cependant, il a une idée, et il demande à Ruto de le laisser l'attaquer une seule fois. Ruto est choqué par cette suggestion, mais Zanka explique que comme il ne peut pas bien bouger, l'arme principale de Ruto pourrait détecter son intention hostile et le déplacer là où il veut être. De cette façon, il pourrait atteindre Jabber et le vaincre, car Ruto n'a de toute façon pas la possibilité de l'attaquer. Ruto demande ce qui se passe si son arme principale ne réagit pas, et Zanka lui dit de faire preuve de courage et d'encaisser le coup dans ce cas. Juste à ce moment, Jabber se réveille et tous deux se préparent à l'affronter. Ils se jettent sur eux, fendant le pilier près duquel ils se tenaient, mais ils réussissent tous les deux à s'échapper indemnes. Zanka dit à Ruto de l'immobiliser même si ses griffes le frôlent seulement car cela le paralysera rapidement. Il est furieux et décide d'attaquer Ruto pour exprimer sa frustration. Heureusement, le talisman fonctionne exactement comme il l'avait pensé et le déplace directement vers Jabber, le laissant repousser le malfaiteur. Zanka est impressionné, mais Ruto est furieux. Comme le talisman a dévié l'attaque, cela signifie que Zanka l'a attaqué avec une intention hostile, mais il prétend qu'il ne s'agissait que d'un petit test. Il retourne ensuite vers Ruto, disant qu'ils peuvent travailler avec cette équipe. Il se positionne pour le frapper à nouveau, et au même moment, Jabber se relève. Il se précipite vers eux, et Zanka attaque alors Ruto, dont la capacité le projette en avant. Il se rapproche à nouveau de Jabber et lui assène un coup dévastateur. Zanka est surpris que le talisman puisse être si bien contrôlé par Ruto et qu'il puisse l'envoyer aussi loin. Il l'attaque de nouveau, et Ruto le renvoie vers Jabber une fois de plus. Grâce au contrôle de Ruto, Zanka le frappe avec une combinaison efficace qui le remet sur pied. Voyant Zanka devant lui, Jabber est un peu excité, mais il sent ensuite le bâton de Zanka atterrir sur sa tête, l'assommant définitivement. Alors que Zanka retombe sur ses pieds, il trébuche et s'effondre. Ils pensent qu'ils ont gagné le combat et Ruto se détend légèrement, ce qui désactive le talisman. Celui-ci se réduit soudainement en poussière, comme s'il avait été effacé d'un claquement de doigts, et Ruto panique. Il essaie de sauver le talisman, qui appartient à Gris, mais il ne peut rien faire d'autre que le regarder s'envoler. Il est pris d'une crise de panique et Zanka se demande si la destruction du talisman est due à la capacité de Ruto ou s'il y a autre chose en jeu. Ruto, cependant, s'accuse et subit une crise de nerfs qui se manifeste physiquement, il s'effondre au sol, se débattant comme un poisson hors de l'eau. Zanka aperçoit des marques de griffes sur son dos et réalise qu'il a été frappé par Jabber sans que personne ne s'en aperçoive. À ce moment-là, il remarque Jabber se blessant lui-même avec sa griffe gauche, il se relève alors soudainement, complètement remis. Il regarde autour de lui et dit qu'il a dû faire du bon travail pendant qu'il était inconscient, puis il se dirige vers Ruto. Zanka lui demande d'arrêter, s'étonnant de comment il peut bouger après avoir subi autant de dégâts. Jabber s'interrompt pour expliquer ses capacités. Il dit que sa griffe gauche contient un puissant analgésique qui lui soulage la douleur et lui permet de fonctionner normalement. Il ajoute ensuite que le poison de sa griffe droite agira probablement sur Zanka pendant 30 minutes, et décide de lui en administrer une nouvelle dose pour s'assurer qu'il ne gênera pas ses actions. Zanka est impuissant tandis que Jabber le blesse, le laissant se débattre au sol. Il se dirige ensuite vers Ruto, qui est toujours en proie à des spasmes, et le soulève pour l'emmener à leur base. Zanka est incapable de lui crier dessus pour l'arrêter cette fois, et il ne peut que regarder Ruto être emmené en silence. Entre-temps, Jabber se réjouit d'avoir accompli sa mission et ne se soucie même pas de ses deux coéquipiers inconscients dans le bâtiment. Ruto, bien que paralysé, est toujours conscient, et il s'accuse d'avoir mis la vie de tout le monde en danger. C'est alors que Jabber surgit du trou dans le sol creusé par son coéquipier, mais au lieu se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment, alors qu'il se souvient être à l'intérieur. Il juge cela impossible car il se rappelle clairement le plan, mais il aperçoit alors Ryo qui l'attend. Injin est là aussi, et Jabber s'en rend compte lorsqu'il reçoit un coup violent au ventre avec un parapluie, le projetant avec force contre un mur. Il reste malgré tout conscient et remarque qu'Injin est accompagné d'autres agents à l'allure intimidante. Il s'avère que les partisans qui avaient réussi à s'échapper ont appelé des renforts, et Injin et son équipe étaient suffisamment proches pour intervenir rapidement. Une partisane s'inquiète pour Gris et les autres, craignant qu'ils soient morts, mais Injin la rassure en disant qu'ils sont forts et ne mourront pas si facilement. Il lui demande de former une équipe pour les secourir, et pendant ce temps, Jabber se met à crier qu'ils sont impressionnants et qu'il est incapable de les combattre. La simple idée de son impuissance l'excite, et Injin est surpris d'apprendre que Ruto a combattu ce masochiste toute cette durée. Ryo remarque qu'il est en meilleure forme qu'elle ne l'avait imaginé, et les autres agents le regardent avec pitié, disant qu'il est bien plus mal en point qu'il ne le pensait.
Le grand gaillard se met en colère et déclare qu'il est impardonnable qu'on ait tenté de blesser l'un de leurs coéquipiers, mais l'autre lui dit de se taire car il est agaçant. Ensuite, Injin dit à Jabber qu'ils vont le placer en garde à vue et l'interroger. Il lui demande s'il pensait vraiment pouvoir s'en prendre au nettoyeur et retourner ensuite se cacher où il était. Jabber s'agite encore plus en entendant cela et demande s'ils vont l'emprisonner à vie, ou il devra élaborer un plan d'évasion seul. Il se lève, disant qu'il sait qu'il va perdre, mais qu'il a pour ordre de ramener Ruto, et qu'il ne retournera pas bredouille, même s'il devait mourir. Il active à nouveau ses armes, mais juste au moment où il s'apprête à charger, quelqu'un l'enlace par derrière et lui dit de s'arrêter. Jabber reconnaît la jeune femme comme une de ses coéquipières et lui dit de le laisser tranquille car il a encore une mission à accomplir. Elle lui dit que le temps est écoulé, et qu'ils ne peuvent rien faire car les employés du nettoyage sont là. Jabber persiste à vouloir terminer sa mission, alors la fille lui dit que le patron avait un très large sourire. Jabber s'arrête net à cela et la fille resserre sa prise sur lui pour le maîtriser. Finalement, il décide de l'écouter et de rentrer chez lui, et tandis qu'il se décale, le portail mystique d'égout dans le mur derrière lui devient visible. Jabber annonce à tous qu'il doit partir maintenant, et leur demande de présenter ses salutations à Ruto car il doit être très affaibli par son poison en ce moment. Cependant, Ruto est toujours lucide et il fait de son mieux pour se relever et dire à Jabber de s'arrêter car leur combat n'est pas terminé. Jabber est impressionné par sa ténacité, et Ruto lui dit qu'il lui rendra ce qu'il a fait à Gris et aux autres. Jabber est content de l'entendre et dit qu'ils se battront une autre fois, mais ensuite il remarque ses gants et leur design unique. Il s'exclame avec enthousiasme que leur patron serait heureux d'apprendre que Ruto a quelque chose de la série spéciale aussi, puis entre dans le portail après la jeune fille. Dès qu'il replace le couvercle du regard, le portail disparaît et tout le monde est surpris. Plus tard, Zanga et les autres sont secourus du bâtiment, et le poison se dissipe également du corps de Ruto. Il se précipite immédiatement auprès de Gris et constate qu'il est encore vivant malgré une importante perte de sang. Ruto s'excuse auprès de lui pour avoir détruit son talisman, et Gris dit qu'il tenait beaucoup à lui. Ruto est sur le point d'être accablé par la culpabilité, mais Gris ajoute que si son talisman l'a aidé, c'était finalement pour le mieux. Sur ce, les derniers morceaux du talisman s'envolent également, et Ruto ne sait pas trop quoi ressentir sur le moment. Bientôt, tout le monde retourne au quartier général du nettoyeur et Ruto s'assoit seul dans le silence. Injin arrive et lui demande pourquoi il fait son déprimé alors qu'il devrait être heureux d'avoir enfin appris à utiliser son instrument vital. Ruto lui répond brusquement qu'il n'a pas pu sauver Gris plus tôt, et qu'il ne peut pas être heureux de ça. Il dit qu'il n'a pas réussi à protéger Ricto dans la sphère et à la surface. Il n'a pas réussi à protéger celui qui lui a sauvé la vie. Il se sent comme un raté quoi qu'il fasse et Injin lui dit que Gris savait à quoi s'attendre, et qu'il est toujours préparé au risque. Il demande ensuite à Ruto de venir avec lui afin qu'il puisse rendre hommage à Gris, qui, étonnamment, est toujours en vie. Ruto n'en croit pas ses yeux en voyant Gris assis, droit, le remerciant pour plus tôt, et Injin réalise enfin qu'il était déprimé car il pensait que Gris était mort. Il commence à ébouriffer les cheveux de Ruto et une infirmière décide de se joindre à lui pour le plaisir. Ruto est gêné, mais il demande à Gris comment il peut être en vie après avoir reçu une griffe empoisonnée en plein cœur. Gris lui explique que tout cela est grâce à l'équipe médicale des nettoyeurs et plus particulièrement à la jeune médecin, Aisha, la seule guérisseuse qu'il possède. Aisha, cependant, est assez timide et manque de confiance en elle, elle a donc besoin de confirmation régulière de Gris pour le croire. Après cela, Gris se tourne vers Follow qui lui a sauvé la vie lorsqu'il saignait abondamment, et Follow s'agenouille. Finalement, il se tourne vers Ruto et le remercie d'avoir arrêté Jabber et Zenka. Il lui dit aussi de ne pas s'inquiéter pour le talisman car s'il a permis de sauver des vies, il a bien rempli son rôle. Ruto le croit cette fois, et dit à Gris qu'il est vraiment heureux de le voir en vie. Là-dessus, Injin dit qu'ils doivent maintenant s'inquiéter des pillards qui pourraient les attaquer en plus des bêtes des déchets, mais heureusement, ils ont obtenu des informations d'eux. À ce moment-là, un grand nettoyeur à la peau foncée arrive en parlant de la frontière dont Jabber a fait mention, et Ruto demande à Injin qui est ce nouveau venu. Injin répond que c'est le patron, et Ruto panique car il n'était pas psychologiquement préparé à le rencontrer. Le patron salue Ruto et se présente comme Corvus. Il dit qu'au début, il allait refuser Ruto lorsqu'il a appris qu'il voulait les rejoindre uniquement pour obtenir des informations sur la sphère. Cependant, puisqu'il a déjà risqué sa vie pour protéger les nettoyeurs, il fait désormais partie d'eux. Maintenant, et Corvus n'a aucune objection à l'accepter officiellement comme nettoyeur. Corvus appelle ensuite Ruto à son bureau pour qu'il récupère son uniforme et pour en apprendre davantage sur la frontière. Il explique que la frontière sépare la surface de la sphère, et que quiconque tente de la franchir périt. Cependant, il y a des exceptions à la règle.
Corvus commence à raconter l'histoire d'une femme qui vit dans une terre de personnes, la plus proche de la frontière. Il était une fois, un homme s'y est perdu et a rencontré cette femme. Il lui a demandé pourquoi elle vivait dans un endroit si désolé, et elle a répondu qu'elle observait les gens tomber d'en haut. La femme lui a dit que certaines personnes allaient et venaient au-delà de la frontière sans mourir, et que c'était leur seul indice pour le moment. Ruto comprend que s'il trouve une de ces personnes vues par la femme traverser la frontière, il pourrait rentrer chez lui. Corvus lui dit que ce sera un voyage extrêmement périlleux, mais Ruto s'en moque car il doit rentrer chez lui à tout prix. Cependant, il est un peu trop enthousiaste et se précipite immédiatement vers la terre de personnes. Follo tente de l'arrêter, mais il n'a pas assez de force pour retenir Ruto. Heureusement, Nejin arrive et parvient à calmer Ruto, lui expliquant qu'il ne peut pas se rendre en territoire hostile avec une préparation aussi insuffisante. Il souligne que c'est une bonne chose que Ruto puisse maintenant contrôler ses pouvoirs, mais qu'ils ignorent encore ses limites et ses faiblesses. Ruto lui propose alors de l'accompagner, mais Nejin refuse car il n'est pas assez téméraire pour retourner seul en territoire hostile. Ruto sait que c'est un mensonge, car Nejin l'avait trouvé alors qu'il y était seul. Quoi qu'il en soit, Nejin lui dit qu'ils iront un jour dans cette zone dangereuse, mais qu'il faut pour le moment se concentrer sur l'entraînement de Ruto, la recherche sur les créatures sauvages et la collecte d'informations sur les pillards. À propos des pillards, Ruto demande à Nejin comment des voleurs comme eux peuvent être des donneurs. Nejin répond qu'être une bonne personne et traiter les objets avec soin ne sont pas la même chose. Ceux qui prennent soin de leurs objets et éveillent leur pouvoir deviennent des donneurs, même s'ils sont des individus peu recommandables. Il ajoute qu'il y a des gens qui détestent toutes sortes de personnes généreuses, car du point de vue d'une personne lambda, quiconque est excessivement attaché à un seul objet paraîtra étrange. Après cela, Nejin dit à Ruto de se reposer aujourd'hui car il a eu beaucoup d'activités intenses récemment. Ruto obéit à son ordre et essaie de se reposer dans sa chambre, mais avec le TDAH occupant 90% de son petit cerveau, il ne peut même pas se détendre. Il commence à se demander s'il devrait sortir en douce et aller chercher quelque chose de précieux dans les ordures, et soudain, Ryo ouvre violemment sa porte car elle n'a pas l'intention de le laisser se reposer. Elle décide de faire visiter à Ruto leur quartier général, et il dit que cet endroit contient bien plus de choses que la sphère. Ryo est curieuse de la sphère et lui demande ce qu'il y faisait. Ruto lui raconte son emploi du temps habituel, ramasser des ordures et se faire réprimander, puis Ryo lui demande ce qu'il y avait à manger dans la sphère. Ruto répond qu'il y avait du pain et de la soupe, mais lorsqu'elle lui parle de sucreries, il fait la moue car seules les personnes riches peuvent se permettre des sucreries. Ryo lui dit qu'ils ont des sucreries ici, et Ruto n'y croit pas avant de les voir. Il se sent comme s'il avait trouvé le One Piece en apercevant une assiette pleine de douceur, et Nejin le prévient que les sucreries sont plus addictives que la drogue, il doit donc faire attention en les mangeant. Il explique ensuite qu'à cause de la pollution en surface, ils ne peuvent pas cultiver beaucoup de récoltes, mais qu'il existe un groupe appelé les lieurs qui rassemble des personnes spécialisées en cuisine. Ce sont eux qui fabriquent et vendent ces sucreries, et grâce à eux, les douceurs ne sont pas exactement rares en surface. Ruto prend alors une bouchée, les mains tremblantes, et au moment où il goûte des sucreries pour la première fois, il a l'impression d'avoir reçu une illumination. Il se met à dévorer les douceurs avec une voracité impressionnante, et Nejin pense qu'ils ont un futur accro au sucre parmi eux. Soudain, un type étrange avec une sucette dans la bouche arrive et se met à le fixer, et Ruto se demande s'il convoite aussi les sucreries. Il ne veut rien partager, mais il se force quand même à donner un bonbon à cet individu étrange, qui lui arrache la friandise de la main avec une certaine arrogance. Ruto ne se préoccupe pas vraiment de lui et continue à manger des sucreries jusqu'à avoir une réaction inhabituelle et se transformer en ballon, ce qui affole Zanka. Une fois que Ruto a digéré les sucreries et est revenu à la normale, son entraînement commence, mais il n'arrive pas à canaliser la puissance du couteau qu'il tient. Ryo et Nejin se moquent de lui demandant s'il a oublié comment accéder à son pouvoir après avoir mangé trop de sucre, mais Zanka réfléchit de manière plus rationnelle. Il pense que comme Ruto aime réparer les objets cassés, il a besoin d'un objet brisé pour déclencher son pouvoir. Il rassemble immédiatement des choses dans une décharge publique et demande à Ruto si quelque chose ici lui semble approprié. Ruto prend immédiatement un objet triangulaire cassé et utilise son pouvoir pour le transformer en une sorte d'arme. Tout le monde est impressionné par la déduction de Zanka, et il est flatté lorsque Nejin le félicite. Il demande ensuite à Ruto d'essayer d'activer d'autres objets simultanément, et il réussit à transformer 2 autres objets en armes. Cependant, il a soudain une forte épistaxis et s'effondre, et Nejin remarque qu'il l'a vu le jour de leur première rencontre. Il dit que la qualité de ses gants est peut-être si intense que son corps ne peut pas suivre. Ruto lui demande ce qu'est la qualité, et Nejin explique que plus un objet est soigné, plus il devient puissant et plus sa qualité est élevée.
Les objets de haute qualité sont plus puissants, mais ils sont aussi plus exigeants. Zanka acquiesce et pense que si Ruto a entretenu ses gants depuis son enfance, ils sont forcément de haute qualité. Cependant, il se demande aussi si cela a un rapport avec la série dont Jabber a parlé. Entre-temps, Ruto se demande pourquoi les armes qu'il active se transforment en poussière à la fin. Il dit que les objets sont pour l'instant parfaitement intacts, et se demande s'il y a une limite de temps. Cependant, Ryo a une autre théorie. Elle suggère que les objets pourraient disparaître parce qu'ils ont rempli leur fonction. Elle dit que le pouvoir de Ruto est de réparer et de révéler le plein potentiel des choses que les autres ont jetées. En faisant cela, il donne aux objets une chance de remplir leur fonction, et une fois leur tâche accomplie, ils disparaissent. Zanka partage cet avis, expliquant que le talisman de gris a disparu seulement après la fin du combat et que Ruto se sentait en sécurité. Sanjin apprécie également cette théorie, et il précise à Ruto qu'il n'a détruit ni le talisman ni aucun autre objet qu'il a utilisé. Il préfère que Ruto imagine qu'il offre aux objets usagés et brisés une dernière chance de briller. Ruto comprend enfin que son pouvoir ne réside pas dans la destruction, mais dans la possibilité qu'il offre aux objets de s'épanouir. Ryo lui demande alors des nouvelles des objets dont Jabber a parlé, et Ruto se demande s'il existe d'autres objets comme ses gants. Ryo lui demande ensuite si ses gants ont un nom, ce qui les laisse perplexes. Ryo lui explique que lorsqu'on aime quelque chose, on lui donne un nom. Ses ciseaux s'appellent le découpeur, le parapluie d'Injin s'appelle le brise-pluie, et Zanka appelle son bâton le magique bâton assistant. Ruto est surpris d'apprendre tout cela, et Injin l'invite alors à trouver un bon nom. Pour ses gants bientôt. Plus tard dans la nuit, Ruto lave ses gants, et en sortant des toilettes, il est choqué de voir Ryo allongé sur son lit. Ruto est très surpris et lui demande ce qu'elle fait là. Ryo répond que sa chambre est juste à l'étage, qu'elle l'a entendu gémir et souffrir. Elle s'est inquiétée pour lui et est passée par les fenêtres pour entrer dans sa chambre. Ruto comprend la situation, et Ryo lui demande s'il souffre à cause des blessures à ses mains qui ont l'air vraiment terribles. Il cache immédiatement ses mains et lui dit qu'elles lui font beaucoup moins mal lorsqu'il porte ses gants, mais qu'il doit les laver de temps en temps. Ryo lui demande d'où viennent ses blessures, car elles ont l'air pires qu'une brûlure. Ruto lui dit qu'elle doit poser la question à ses parents, et Ryo comprend ce qu'il veut dire. Elle dit que les parents donnent beaucoup de choses, le traumatisme étant en tête de liste. Le lendemain, Injin emmène Ruto voir le patron, qui dit que comme il y a un peu de temps. Pour préparer son masque intégral, Injin doit terminer les préparatifs. Ruto est confus, et Injin lui explique que « masque intégral » désigne le masque que tous les nettoyeurs doivent porter lorsqu'ils entrent en zone interdite. Il sort son masque pour le montrer à Ruto, puis explique qu'ils ont un artiste parmi eux qui fabrique ces masques, mais c'est un original avec un TDAH important, il ne peut donc pas travailler si on lui parle de délai. Il travaille actuellement sur le masque de Ruto, et il semble que cela prendra du temps. Corvus dit que pendant ce temps, ils termineront les préparatifs en lançant un sort sur Ruto. Cela le perturbe encore plus, alors la réceptionniste Mamie explique qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les zones d'ordures, et pour s'assurer que les nettoyeurs aient de la chance pour les éviter, un autre artiste dessine un sort de protection sur leur masque. Le patron lui a donné carte blanche, il peint donc parfois au siège, mais dernièrement, il semble être occupé dans une autre ville. Injin dit qu'il va à la ville d'étoiles pour trouver le peintre, et il emmène une équipe entière avec lui. L'équipe comprend Zanka et Ryo, ainsi que Gris et Follow, avec quelques personnes de l'équipe d'Injin. Il les présente tous un à un à Ruto, en précisant qu'habituellement, ils prennent 5 assistants. Mais comme le No Man's Land est plus dangereux, ils n'emmèneront que 3 assistants d'élite et augmenteront le nombre de pourvoyeurs. C'est alors qu'arrive Delman, un grand gaillard, et Ruto est impressionné par sa taille. Delman se met soudain à crier au visage de Ruto, disant qu'il a entendu son histoire et qu'il est exaspéré par les discriminations entre humains au sein de la sphère. Il affirme apprécier les gens passionnés comme lui et tente de le recruter dans son groupe, mais son partenaire, Tamsi, arrive et l'arrête. Il explique qu'Injin ayant déjà recruté Ruto, il ne devrait pas chercher à lui prendre. Injin intervient alors et demande à Delman de faire un de ses discours passionnés caractéristiques. Delman serre les dents, et Zanka se bouche les oreilles juste avant que le géant ne. Un discours sur leur détermination inébranlable malgré les difficultés. Sa passion est communicative et, après un instant de confusion, même Ruto se joint aux autres qui crient. Cependant, une fois en voiture en direction de la ville de Toile, le silence s'installe. Bientôt, leur destination apparaît, et Ruto est fasciné par ce qu'il voit car cela ressemble à une œuvre d'art, même de loin. Arrivé à la porte de la ville, Ruto remarque que les murs sont entièrement recouverts de graffitis. Mais il est surtout curieux de cette structure en forme de dôme. Tamsi lui explique que la plupart des villes possèdent une sorte de dôme pour les protéger des déchets qui tombent de l'espace, car ceux-ci peuvent être mortels.
Ruto se sent mal à ce sujet, mais Tamsi lui dit de ne pas se sentir coupable, car c'est la faute de ceux qui jettent les ordures. Simultanément, deux hommes essaient d'entrer dans la ville par la porte, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas passer, même si elle est grande ouverte. Ils frappent un mur invisible, tandis qu'Injin et son groupe franchissent la porte sans problème. Les deux hommes sont surpris, tout comme Ruto, mais Injin lui dit de simplement franchir la porte car, s'il n'a aucune mauvaise intention, elle ne l'arrêtera pas. Ruto entre immédiatement, réalisant que les deux hommes bloqués sont des individus peu recommandables. De toute façon, une fois dans la ville, Ruto trouve encore plus de graffitis et de pots de peinture vides partout. Injin lui explique que beaucoup de gens aiment peindre, mais que la plupart ne respectent pas leur art. Il y a des rumeurs selon lesquelles la ville toile a été créée pour que les artistes puissent peindre où bon leur semble. Ruto demande s'ils sont là pour regarder ses peintures, et Injin lui répond qu'ils sont là pour trouver le donateur qui peut lancer des sorts protecteurs sur n'importe quoi en utilisant son art. Ruto est confus, alors Injin lui donne un exemple. Il dit que si le donateur veut protéger un mur d'une attaque, il peut canaliser ses émotions dans son instrument principal puis les convertir en magie en dessinant sur le mur. Il ajoute ensuite que les deux personnes dehors n'ont pas pu entrer dans la ville parce que le donateur a peint un sorte qui empêche l'accès à la ville aux personnes qui projettent de mauvaises actions. Ruto dit que ses pouvoirs semblent vraiment extraordinaires et Injin remarque que son instrument essentiel est assez rare. Il essaie d'expliquer que le donateur a en réalité hérité de cet instrument essentiel, lorsqu'un enfant courant le bouscule et tombe par terre. Il essaie d'aider l'enfant à se relever, mais celui-ci se met à pleurer puis s'enfuit. Injin en est resté stupéfait et Ryo se moque de lui pour avoir fait pleurer l'enfant. Le maire de la ville arrive ensuite, et Injin est content de le voir. Il dit qu'ils sont là pour voir leur ami Gob car ils ont un travail pour lui. Il demande où il travaille actuellement, mais le maire lui apprend avec tristesse que Gob est décédé ce matin. Le maire emmène ensuite tout le monde chez Gob, précisant qu'il est mort des suites d'une intoxication. Il n'était pas satisfait de peindre en ville, et il allait aussi peindre dans les zones polluées. Le maire est certain que Gob oubliait souvent son masque lorsqu'il peignait, et par conséquent, l'air toxique a détruit son corps de l'intérieur. Injin est dévasté par cette nouvelle, et alors qu'il rend hommage à son ami décédé, Ruto se souvient l'avoir vu, Gob, peindre un mur au quartier général. Injin en avait dit le plus grand bien à l'époque, le décrivant comme un homme jamais détourné de ses objectifs. Ruto est bouleversé en essayant d'accepter la mort de Gob, mais Tamsi lui demande de ne pas trop s'affliger car beaucoup de gens à la surface meurent à cause de la pollution corporelle. Le maire explique que Gob avait désigné son successeur avant de mourir, un enfant nommé Rumlin, que Injin avait croisé plus tôt. Il parle de la façon dont les lanceurs de sorts sont choisis par l'ancien détenteur du pinceau, et deviennent immédiatement des protecteurs dès qu'ils le reçoivent. Cependant, il craint que la responsabilité soit trop lourde pour le jeune Rumlin, car le lanceur de sorts est comme le représentant de leur ville. Ruto est choqué en apprenant cela, mais Follow et Tamsi lui expliquent que la transmission d'un instrument vital est très rare, mais logique étant donné que le pouvoir de cet instrument vital déjà réveillé, et celui qui doit le recevoir n'a besoin que du potentiel pour donner. Le maire dit alors que Rumlin et Gob étaient comme des frères et sœurs, et qu'il faudra laisser aux enfants le temps de se remettre de leur perte. Il explique à Injin que lui et ses amis chargés du nettoyage seront retardés à cause de cela, mais Injin lui répond qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter dans une situation aussi délicate. Le maire se met soudain à pleurer, disant que Gob peignait avec trop de joie dans son cœur, et qu'il n'arrive pas à croire qu'il est mort. Injin comprend parfaitement ses sentiments car il était lui-même toujours émerveillé en voyant Gob peindre avec un grand sourire. Ils décident qu'ils reviendront plus tard, lorsque les choses seront plus calmes, mais avant de partir, il demande à Rumlin de prendre soin d'elle. Cependant, elle se lève brusquement, déclarant que le temps de la tristesse est révolu. Cela surprend tout le monde et Rumlin arrache immédiatement le pinceau des mains du maire et sort en courant. Tout le monde la suit et la retrouve sur un toit avec des pots de peinture. Elle dit que même si elle est triste de la mort de Gob, elle sait qu'il ne pourra pas profiter de sa vie après la mort s'il voit tout le monde pleurer après lui. C'est pourquoi elle veut lui faire ses adieux comme il l'aurait souhaité, en célébrant la vie et l'art. Elle active immédiatement son pinceau, l'agrandissant, et dessine un cercle magique au sol qui transforme les pots de peinture en lance-feux d'artifice. Alors que les pots de peinture projettent des feux d'artifice colorés dans le ciel, tous les habitants de la ville sont inspirés et se précipitent pour créer de l'art. Rumlin est heureux de voir cela car c'est ce que Gob aurait voulu, et Ruto la regarde, pleine d'admiration. Mais c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci de votre visionnage et à la prochaine. Au revoir.